commencer par vous remercier d'avoir initié cette conférence, que j'ai presque honte de ne pas en avoir eu l'idée toute seule. Et du coup, voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'Alain s'est largement prêté au jeu parce que ça fait un moment qu'il y travaille. C'est d'histoire ancienne, pas si ancienne que ça. Et donc voilà, ça tombe, je pense, à point nommé aussi pour rappeler toute cette histoire qu'Alain va vous conter. Merci beaucoup. Je vous passe la parole avant de laisser Alain œuvrer. Oui. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Que vous soyez amis du Vieil Auch ou simplement passionnés, ou simplement pas forcément simplement, mais que vous soyez passionnés du 7e art. L'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs. Je connais beaucoup de personnes qui sont à la fois amoureux du cinéma et du patrimoine. D'ailleurs, si vous voulez, je peux prendre des descriptions pour le patrimoine en suivant à la sortie, il n'y a pas de souci. Voilà, donc nous organisons effectivement quelques conférences consacrées au patrimoine immatériel, parce que nous nous intéressons aussi au patrimoine immatériel. Nous avons vu le rugby, nous avons vu le cirque, et maintenant nous voilà sur le cinéma, parce que le cinéma fait aussi partie du patrimoine occitan, et il est entré depuis maintenant 50 ans dans la vie de l'ensemble des habitants. Personne d'autre que M. Bouffartigue ne pouvait nous raconter cette histoire, ces 50 ans, et je le remercie vivement d'avoir accepté de tenir cette conférence, de nous faire part de tout un tas d'anecdotes, certainement, que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas, et je suis sûr que cette conférence sera passionnante. Voilà, je laisse la parole maintenant à Mme Catani, qui va vous parler d'un tout autre sujet. Bonsoir à tous. On vous remercie encore une fois d'être venus aussi nombreux pour cette action proposée donc en partenariat par le Pays d'Art et d'Histoire, l'association des Amis du Vieil Auch Alentour et Ciné 32, où nous avons le plaisir du coup de venir finalement initier nos actions d'automne aujourd'hui. Je vais bientôt laisser la parole au conférencier, puisque c'est comme lui que vous êtes venu écouter. Juste un petit mot pour vous prévenir qu'il y aura un prochain rendez-vous proposé en partenariat avec Ciné 32 dans un mois tout pile, le 18 décembre. Si vous avez vos agendas à proximité, je vous invite à noter la date, avec une rencontre en soirée autour d'un personnage que vous connaissez tous, puisque ça parlera de D'Artagnan. Alors vous allez me dire, oui, encore D'Artagnan. Oui. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant qu'on a dit ça, l'intérêt en fait du documentaire qui vous sera proposé le 18 décembre, c'est que c'est un documentaire qui parle plutôt de la phase souvent moins abordée finalement de ce héros gascon, dont il est souvent question pour toutes les valeurs gasconnes qu'il véhicule, voire européennes, aussi avec les routes européennes de D'Artagnan. Et là, ça sera un documentaire réalisé par Monsieur Condon, qui nous fera l'honneur de sa présence aussi, et où en fait vous entendrez plutôt parler de comment dire, si je vous dis de la face sombre de D'Artagnan, c'est pour vous aguicher et vous donner envie de venir, mais en effet de qu'est-ce que c'était son rôle de militaire et qu'est-ce qui a pu se passer, notamment dans le Vivarais au cours de sa carrière. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que l'idée c'est de vous donner envie de revenir aussi à cette occasion. Merci à vous. Voilà confronté à déjà un gag avec le micro. Oui, mais il n'est pas allumé, tout simplement. Nous, on entend. D'accord. Voilà, écoutez, c'est pour moi une soirée très, à la fois émouvante et très nostalgique en même temps. Nous nous retrouvons pour beaucoup d'entre nous. Et pour ceux qui ne retrouvent pas, je pense que ce que je vais pouvoir leur dire éclairera peut-être un peu de présent, parce que j'avoue, je ne suis pas du tout un nostalgique du passé, je ne vis pas du tout dans le passé, et c'est bien la première fois que je fais ce type d'exercice. D'ailleurs, on annonce une conférence, non, ce ne sera pas vraiment une conférence, mais plutôt une sorte de promenade dans les souvenirs et des étapes, pour bien sûr expliquer comment tout cela s'est déroulé et comment on a
si je peux dire, on en est arrivé là aujourd'hui. Parce que c'est intéressant aussi, en revenant sur le passé, ça m'a intéressé aussi d'être obligé de le faire davantage. C'est une manière aussi de réfléchir un peu sur comment les choses se font ou ne se font pas d'ailleurs, dans le cinéma et dans la vie, dans tout ce qu'on entreprend, quoi. Voilà, donc, alors le titre de la conférence, c'est vrai, on avait choisi au départ... L'improbable. Avant, il y avait... Non, Improbable, c'est une initiative de la direction de Ciné 32. C'est un nouveau titre qui est très bien aussi. Le premier, c'était Ciné 32, quelle aventure. Voilà. Quelle aventure, voilà. Alors déjà, il y a un point commun, c'est une aventure, effectivement. Bon, quelle aventure, oui, on ne peut pas le nier, effectivement. En même temps, une aventure improbable, c'est bien parce que le sens premier d'aventure, c'est ce qui va arriver dans le futur. Et effectivement, ça aurait pu ne pas arriver à plusieurs moments. Hein. Et pourtant, c'est arrivé. Oui. Et puis, improbable, ça veut dire qu'il risque de ne pas se produire. C'est l'exact contraire. Voilà. Et pourtant, effectivement, ça s'est produit aussi. Et donc... je vais reprendre ça au début. En fait, le début, ce n'est pas exactement, mais on va passer rapidement, parce que je vais essayer de faire assez court, forcément, hein, en moins d'une heure, en 1 heure maximum, pour que l'on ait le temps de voir quelques documents audiovisuels que l'on a, et surtout que vous ayez le temps d'évoquer des questions ou d'évoquer des souvenirs aussi, hein, après. Alors, donc... ça a commencé effectivement à la rentrée 1967, ça nous ramène très loin, donc dans un temps très différent de celui d'aujourd'hui. Hein. C'est pas la peine de... Il n'y avait pas encore de téléphone portable, il n'y avait pas encore de magnétoscope, il y avait la télévision qui était bien rentrée dans beaucoup de foyers, mais pas partout non plus. Voilà. Et en général, on ne pouvait voir des films que sur des écrans, avec une projection. Donc en 67, j'arrive de Toulouse, moi, bon, vie d'étudiant, étudiant cinéphile, et je suis nommé à Auch, qui était très bien, et au lycée d'Auch, le lycée Saint-Denis, à l'époque, un collègue me dénonce auprès du proviseur en disant, bon, Bouffartig, il s'occupait de ciné-club à Toulouse, parce qu'il y avait une vie associative dans ce domaine-là, et on m'a demandé de m'occuper d'un ciné-club. Alors peut-être quelques mots, parce que bon, ciné-club, je pense que la plupart d'entre vous savent ce que c'est, mais quand on parle de la diffusion des films sur des écrans, on pense d'abord aux salles de cinéma. Ces salles de cinéma qui sont dans une réglementation particulière en France et qui vendent un billet pour voir des films. C'est l'exploitation commerciale. C'est évidemment de ça qu'on parle en général. Mais à côté, parallèlement, il y a dans le monde associatif le ciné-club. Et le ciné-club, ça existe encore, mais enfin ça a été très vivace dans les années d'après la Deuxième Guerre, dans les années 50, 60, 70 encore. Il y avait beaucoup de ciné-clubs, tant en milieu ouvert, c'est-à-dire ouvert à toute la population qui voulait adhérer à l'association, soit dans des établissements scolaires, notamment des lycées, des collèges. Et il y avait plusieurs fédérations de ciné-clubs, et deux essentiellement, la FFCC, Fédération française des ciné-clubs, et l'UFOLEP, qui était donc la fédération de la Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente. Donc dès le départ, quand j'arrive à Auch, je retrouve, puisqu'on la trouvait déjà à Toulouse, la Ligue de l'enseignement à travers son secteur ciné-club, pour ouvrir un ciné-club dans des conditions très artisanales dans le réfectoire du lycée d'Auch. Je me rappelle la première année, on poussait des tables et on projetait des films. Voilà. Et il y avait déjà beaucoup de monde, mais c'était essentiellement évidemment un public d'étudiants et puis quelques collègues qui venaient voir les films. Mais en même temps, c'était un peu insatisfaisant et c'est vrai qu'année après année, ça a progressé. Parce que c'est une affaire de 10 ans quand même. Hein. C'est une affaire de 10 ans. Ça a progressé et surtout en 71, la FALEP, bon, la plupart savent ce que c'est encore, mais je le rappelle, c'est la Fédération des associations laïques d'éducation populaire, qui s'appelait FOL dans d'autres départements. La FALEP du Gers
enfin, pas ressuscite, elle allait bien, mais elle trouvait en faire un nouveau local après un incendie qui a été construit 17 rue Lafayette. Et c'est un local d'ailleurs qui était partagé avec la MGEN et d'autres, le SNI, le syndicat, les Francs Camarades, donc tout un ensemble d'organisations laïques. Et ces locaux avaient été conçus avec une grande salle prévue pour faire aussi du théâtre, du spectacle vivant. Il y avait une scène, il y avait tout un dispositif. Ça a moins servi qu'on ne l'espérait, je pense, mais c'était fait pour ça. Et même une cabine de projection. Enfin, il y avait un local où on pouvait mettre les projecteurs ailleurs que dans la salle où on passait le film, ce qui était le cas de la plupart des ciné-clubs scolaires. On voyait des films avec le bruit de machine à coudre. Hein. Et en même temps, souvent sur des copies en 16 mm, toujours, c'est en format réduit, qui n'offrait pas forcément les meilleures conditions. Bref, c'était à la fois très bien, parce qu'on passait des tas de films très chouettes, et ça a été des découvertes pour beaucoup de monde, et beaucoup d'élèves aussi, de lycéens, mais aussi, c'est pas tout à fait ça. Donc, déjà, arrivé à rue Lafayette, dans ce ciné-club-là, dans ce local, dans une vraie salle finalement, c'était bien. Et là, ça a très bien fonctionné. On faisait des séances tous les 15 jours avec une salle de 200, 250 spectateurs. Et là, ça passait du coup en milieu ouvert. C'était plus le ciné-club du lycée, c'était un ciné-club au niveau de la ville d'Auch. Et il y avait un public d'adultes, pas mal d'enseignants, mais pas uniquement, qui pouvaient venir voir certains films qu'on ne pouvait évidemment pas voir à Auch à ce moment-là. Et puis, on a eu une idée à un moment, c'est quand même frustrant parce que ces films ils sont sur catalogue, c'est des films qui ne sont pas récents en général, il y a beaucoup de beaux classiques du cinéma, puis quelques films qui sont peu sortis dans les salles en France, en dehors des grandes villes, de divers pays du monde, c'est bien, mais il y a des tas de films qui ne passent pas à Auch, qu'on aimerait voir, mais on ne peut pas les montrer au ciné-club, parce que c'est un catalogue qui avait ses limites quand même, y compris budgétaires. Et donc, on a fait une tentative de ciné-club en 35 mm, c'est en le même format que pour les salles de cinéma, et dans une salle commerciale, puisqu'à Auch, à ce moment-là, il y avait 3 salles de cinéma. On va quand même en parler un petit peu, petit flashback. Salle de cinéma, il y avait donc le Familia, l'Éden et le Rex. C'était vrai d'ailleurs depuis les années 50, ça n'a pas bougé. Après, je reviendrai sur autre chose à ce sujet, d'ailleurs. Si on peut faire une petite parenthèse, là, puisque c'est un petit peu... on a quelques chiffres, là, qui permettent de voir l'évolution. En 1964, alors là, c'est le secteur commercial, c'est l'exploitation commerciale. En 1964, il y avait 40 cinémas dans le Gers sur 36 communes. 40 cinémas sur 36 communes. On pourrait les énumérer, mais ça va prendre du temps, mais ça parle de soi-même. Ça en 64. En 71, donc au moment où on ouvrait par exemple ce ciné-club rue Lafayette dans les locaux de la FALEP, il y en avait encore quand même 35 sur 23 communes. Encore. Et là nous n'y sommes pour rien, hein, mais au début des années 80, donc une fois qu'on a eu ouvert, c'est pas à cause de ça, je précise bien, on a ouvert la salle de ciné 32, il y avait 14 cinémas qui subsistaient dans le Gers, dont un qui était Ciné 32, le nouveau Ciné 32. Et c'était seulement sur 9 communes. Donc vous voyez la dégringolade de l'exploitation. Alors là, ça permet de voir un petit peu plus large. Ce qu'il faut bien mesurer aussi, c'est l'évolution justement de la fréquentation dans les salles de cinéma. Dans les années 50, la fréquentation, jusqu'au début des années 60, oscillait entre 350 millions et 410 millions, même en 57, d'entrées dans les salles. C'est ce qui est énorme. Les plus belles entrées au XXIe siècle étaient de l'ordre de 200 millions d'entrées, disons. Donc, vraiment, c'était le loisir principal, y compris dans nos campagnes. Et puis, ça a dégringolé très vite. Ça a dégringolé... très rapidement, je ne rentre pas dans les chiffres, peu importe, mais enfin, en 71, c'est déjà tombé à 190 millions, c'est-à-dire plus de la moitié de chute. Et il restait encore, vous voyez, des salles en 71, mais elles n'ont pas tenu indéfiniment, et les unes après les autres, elles ont fermé. Ouais.
Donc ça, c'était un petit peu le paysage, l'exploitation, et on y reviendra par rapport à l'histoire du Ciné 32. Bon, je passe rapidement là-dessus, ça a tenu 2 ans. Alors là, on passait des films plus récents, on avait passé du Oiseaux de Hitchcock, et on avait fait par exemple une première projection qui n'était pas fréquente dans les salles de cinéma à l'époque, du célèbre film de Marcel Ophuls, Le chagrin et la pitié, et qui était interdit à la télévision, et qui était sorti dans quelques salles, notamment à Paris, mais sans plus. On a fait une séance avec Le chagrin et la pitié en ciné-club, au Familia, et je vous rappelle, le balcon et le parterre étaient absolument bourrés de monde. Entre-temps. Voilà, et donc après 2 ans au Familia, on a arrêté parce que ça ne se passait pas très bien avec le propriétaire qui ne veut pas apprécier de voir tant de monde le lundi dans sa salle. Pas ses clients, mais nous. On est revenu à Lafayette, mais quand même, ça a repris, beaucoup d'animations, des week-ends, cinéma, des films. Et là aussi, toujours un public qui était de l'ordre de 200 spectateurs, majorité de jeunes, hein, de lycéens, etc. Et ben on s'est dit, bon, c'est bien, mais on va pas continuer indéfiniment comme ça. Et il manque quelque chose à Auch. Et surtout quand on venait de Toulouse, on se rendait compte quand même de la différence. J'oublie un détail aussi, c'est pas la faute de Auch, c'était partout comme ça en France. L'exploitation ne fonctionnait pas comme elle est arrivée à fonctionner aujourd'hui, c'est jamais gagné, hein, mais c'était une exploitation en plusieurs vitesses. C'est-à-dire, les films ne sortaient pas sur beaucoup de copies, on ne sortait pas à des centaines et centaines de copies d'abord, et sortaient sur les grandes villes, sur les salles d'exclusivité. Et ça ne durait pas, ça pouvait durer à Paris plus longtemps pour certains cas, mais en général, ça ne durait pas des mois et des mois. Et après, ça décrochait dans des salles de deuxième exclusivité, puis des salles de reprise, et puis ça partait dans les petites salles de la campagne, ce qui venait après. Ce qui fait que les films arrivaient de nombreux mois après leur sortie, et parfois une année, dans des villes comme Auch, par exemple. Évidemment, les films qui arrivaient, ce n'était pas forcément ce que les plus cinéphiles avaient envie de voir. Cela, il n'avait aucune chance de passer, sauf peut-être dans les ciné-clubs. Voilà de quel constat, au fond, et de quel malaise, et de quel désir, est née l'idée d'ouvrir une salle commerciale, puisque ce ciné-club, qui était le ciné-club de la Falep, eh bien, on a décidé en CA, on a discuté. C'est vrai que c'était une idée un petit peu baroque quand même, parce que vous ne vous rendez pas compte, mais ouvrir une salle de cinéma, c'était passer de l'associatif, qui était quand même le bien, la vertu, le désintéressement, hein, le combat pour la culture, à une salle commerciale. C'est-à-dire qui va être accréditée par le CNC pour vendre de la billetterie à des clients qui vont acheter leurs billets pour voir des films. Mais une salle commerciale a vocation à RSC. C'était pas le début de la RSC, mais enfin, il n'était pas encore très répandu dans les petites villes. Il n'était pas du tout même. Et c'était notre projet immédiatement de faire une salle qui serait une salle classée à RSC. Voilà donc comment c'est parti. Alors à ce point-là, j'ai parlé avec cette photo. C'est une photo souvenir assez émouvante d'ailleurs. Ce n'est pas la première séance de Ciné 32. C'est la veille, c'est l'inauguration de la salle où on avait projeté simplement la première bobine de Padre Padrone, film qui a vu la Palme d'Or à Cannes l'année précédente, qui n'était évidemment pas sorti à Auch, et qu'on avait obtenu là, dont il n'était pas tout fait le film, il avait un an lui aussi. À l'époque, on ne faisait pas de miracle, et on ne cherchait pas d'ailleurs, parce qu'on était habitué à cela aussi. Un détail aussi qu'il faut ajouter, c'est que quand les films sortent tard, on ne tire pas forcément de nouvelles copies, sauf qu'elles sont détruites en cas d'accident. Sinon, c'était les mêmes copies. Vous vous doutez que les copies passantes dans beaucoup de projecteurs dont la qualité n'était pas forcément équivalente, à l'arrivée, si on peut dire, enfin, au bout d'un certain nombre d'épreuves, d'abord des rayures, c'était classique, fragilisation des perforations sur la pellicule qui faisait des cassures de films, bon, j'en passe. Donc non seulement on voyait les films tard, mais on ne voyait pas toujours dans les meilleures conditions. Voilà, donc c'est comme ça qu'est arrivé Ciné 32. Et donc vous voyez, quand je vous parle de l'histoire de Ciné 32, il ne faut pas s'imaginer que, enfin on pourrait nous demander, mais on va avoir l'idée aujourd'hui
D'abord, on n'a pas l'idée aujourd'hui, quand on découvre Allée des Arts, des jeunes qui arrivent là, ils n'ont pas l'idée qu'il y a des trucs avant. C'est là. Bon, non, c'est pas tombé du ciel, hein, si je peux me permettre, hein, c'est pas ça. 632. Et ça, quand on m'a demandé comment c'est venu, je dis parfois, on n'a pas fait exprès. Hein, on n'a pas fait exprès ce qui est arrivé après. C'est pas tout à fait juste quand même, mais c'est pour dire que ce n'était pas un projet qui était écrit d'avance. En fait, au départ, qu'est-ce qui se passe là? C'est la rencontre, il faut le dire, d'une passion de jeune prof. Hein, j'étais jeune à l'époque, qui avait découvert le cinéma dans des diverses salles de ciné-clubs de Toulouse, au début de la Cinémathèque aussi de Toulouse, et qui, se retrouvant à Auch, avait envie d'une part de voir, et peut-être de montrer, d'aider, de voir avec d'autres, parce que le cinéma, c'est voir avec d'autres aussi. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Des films qui valaient le coup d'être montrés, qui ne l'étaient pas. C'est parti de ça. Et après, au fond, comment dire, à chaque étape, il y a eu des problèmes qui se posaient, des difficultés ou des apories à résoudre. Et ce n'est pas une fuite en avant, mais chaque fois, on met un pied devant l'autre, et du coup, le terrain sur lequel on marche s'élargit, les dangers aussi, la complexité aussi, mais en même temps, en tout cas c'est comme ça qu'on a marché, la capacité de tirer des leçons de l'expérience, d'en apprendre, s'est développée aussi. Donc c'est une démarche extrêmement complexe, pas préécrite, mais qui, je crois, est à étudier aussi pour tout, je ne parle pas pour moi seulement, mais pour tous ceux qui ont participé, notamment dans les postes de responsabilité, qu'ils soient bénévoles ou salariés, souvent en même temps. C'est une expérience humaine, formatrice, formidable, parce que je pense qu'à tous, ça nous a apporté quelque chose et participé quelque part, quel que soit notre parcours après, à notre développement à un moment. Voilà, donc après cette parenthèse, donc voilà donc des non-professionnels qui ouvrent une salle de cinéma. Alors comment on fait à ce moment-là? Eh bien, on se rend chez ceux qui nous fournissent les films, c'est-à-dire les distributeurs. Un mot totalement étranger, surtout un jeune prof. Hein. Les distributeurs de films, ce sont des commerçants, c'est pas un mot péjoratif. Hein. Ils ont un contrat avec certains producteurs pour sortir en salle des films et organiser leur location auprès des salles de cinéma. Une chose que vous savez sans doute la plupart d'entre vous aujourd'hui, mais qu'on ne sait pas en général, c'est que les films, ça ne s'achète pas. Longtemps, on a cru que si les tourneurs achetaient des films, on n'avait pas les moyens, hein, puis ça se vend pas. Hein. Non, on n'achète pas les films, on loue une copie, c'est pas la même chose. Et on loue une copie dans un contrat, avec des conditions qui sont imposées, comme tous les contrats, dans un rapport de force avec un distributeur. Et quand on a commencé, donc, les exploitants de Auch, c'est M. Balagna à l'Éden et au Rex, et j'ai oublié son nom, il était bouché à Mauvesin, il venait uniquement pour les séances le soir au Familia, il avait un programmateur, lui, mais quand ils louaient leurs films, ils les louaient à des distributeurs qui étaient sur, à l'époque, Bordeaux. C'était décentralisé encore, ce système-là. Il y avait les maisons mères à Paris, pour les grandes boîtes, Gaumont, Warner, je ne vais pas les énumérer, mais ils avaient des succursales à Bordeaux, même 15 ans avant, il y en avait encore à Toulouse, mais ça a disparu. Donc c'était sous Bordeaux. Et avec eux, il y avait, quand on y est allé, je crois que Michel Rancet était venu avec moi, il était à l'époque secrétaire général de la FALEB d'ailleurs. Première visite chez ces distributeurs, certains nous accueillaient un peu comme des chiens dans un jeu de quilles. Quels sont les faits dans ce monde d'exploitation d'autant plus qu'il n'y avait pas de problème pour casser leur film à Auch en général. Mais d'autres nous ont très très bien accueillis, je pense à Gaumont en particulier, et même curieusement des Américains, enfin des États-Unis, Warner par exemple. Pourquoi? Bien tout simplement parce qu'ils avaient dans leur catalogue chaque année des films qu'ils avaient à sortir et qui ne sortaient pas beaucoup en dehors des grandes villes et encore. Et ces films-là, c'était souvent de beaux films d'auteur, de beaux films de cinéma, mais qui n'avaient pas, c'était pas les films avec les stars. Ce qui marchait, c'était les films avec les stars, et surtout les stars françaises.
Voilà, donc ça s'est passé comme ça à Bordeaux, mais quand on veut faire de la réessai, à Bordeaux par exemple, c'était la croix et la bannière pour avoir une version originale. Parce que les copies étaient livrées de là-bas, mais des VO, il y en avait peut-être, si, mettons qu'il y ait 10 copies d'un film, il était rare qu'il y ait une version originale. Vous pouvez y en avoir une seule. Parce que ça pouvait passer à Toulouse, à Bordeaux, mais personne n'allait demander des versions originales. Pourtant, les Français savaient lire autant qu'aujourd'hui, hein, c'était pas un problème, mais c'est comme ça. Et donc, déjà, premier problème. Et deuxième problème, c'est que pour beaucoup de films à réessai, là, il n'y avait pas de succursale à Bordeaux. C'était directement à Paris. Et là, au téléphone, c'était pas évident. J'allais à Paris 2 ans après, une fois pendant les vacances de Pâques, parce que j'oublie un détail, hein, j'étais encore prof au lycée d'Auch à ce moment-là. Et donc, l'activité de programme B632, d'organiser tout cela, de le suivre, d'essayer de le mettre sur orbite, ça prenait quand même pas mal de temps. De bénévolat total à ce moment-là. Donc à Paris, c'est la plaie de l'exploitation. D'accord, ils louaient tous les films au pourcentage, c'est-à-dire 50% en général de la base. Ils nous font lever les diverses taxes. Hein. Bon. Mais si ce qui n'aura pas assez de remontée, ils mettaient ce qu'on appelle un minimum garanti. Et au fond, la recherche des films et la lutte pour éviter le minimum garanti, ça a été un peu le moteur de l'action dans laquelle je me suis trouvé embarqué à ce moment-là. Or, quelles sont les solutions? Un, convaincre le distributeur que si on partage, il n'y a pas un gros risque. Au pire, ça ne rapporte pas beaucoup, mais ça rapportera quelque chose, de toute façon. Et que, bon. Alors, il y en a quelques-uns qui pouvaient entendre cet argument, que ça valait le coup quand même de sortir le film sans nous embêter davantage avec ça, parce qu'on n'était pas riches. Mais d'autres, ils avaient du mal, notamment à Paris. Alors que faire avec ça? Première intuition, si on est une salle, on ne pèse pas lourd quand même, hein, on s'en rend compte. Surtout quand on vient du fin fond de la province comme ça. Et donc, ce serait bien qu'on ait plusieurs salles en même temps pour discuter des films. Alors, ça c'est le point de départ au fond. L'idée que, alors que l'exploitation, c'est la profession la plus individualiste, la plus égoïste qui puisse être, en même temps, le paradoxe, c'est que pour survivre quand on est petit, on a intérêt à se regrouper. Sinon, on n'arrive pas longtemps, indéfiniment, à survivre. Et il faut dire à ce moment-là, parce que, quittons un petit peu le monde étroit du cinéma, mais c'était après 81, donc il y a déjà quelques années qui sont passées, mais après 81, il y a eu quand même quelques changements qui sont produits, notamment dans le domaine de la politique culturelle, avec un ministre dont on peut penser ce qu'on veut aujourd'hui, mais qui a quand même fait de grandes choses à l'époque, Jack Lang. Et une des grandes choses qu'il a faites quand même, c'est de savoir s'entourer de fonctionnaires compétents du CNC, qui connaissaient le terrain, les problèmes, qui avaient des idées. C'est celui Jacques Gajos. Et Jacques Gajos a fait créer, au fond, l'Agence pour le développement régional du cinéma, qui s'appelait la DRC. L'agence, à côté, alors là aussi, je refais des parenthèses, mais vous le savez, la particularité française dans le domaine du cinéma, c'est qu'il y a un centre national du cinéma, le CNC, Centre national de la cinématographie et de l'image animée, qui a été créé en 1946, après la guerre là aussi, en 1946, et qui a 2 fonctions. Une fonction d'abord d'administration, de régulation, de protection du patrimoine, d'abord du cinéma seulement, parce qu'il n'y avait que le cinéma, mais après tout ce qui est l'image animée, c'est-à-dire la vidéo, la télévision, les chaînes, les plateformes, tout ça. Et, essentiel, parce que ça aussi c'est la base de tout, il gère le fonds de soutien. Alors qu'est-ce que c'est que le fonds de soutien? C'est justement le résultat de la collecte d'une taxe qui est prévue dans toutes les activités où il y a de l'image animée. Le cinéma, d'abord, il n'y avait que le cinéma, mais après, la vidéo, etc., tout le monde y passe, et ça alimente un fonds de soutien, un budget extrêmement important, qui est réparti ensuite pour aider la profession à continuer et à se développer. Alors c'est réparti pour les films, pour les productions avec l'avance sur recette bien sûr, mais dans l'exploitation aussi, il y a des aides automatiques, mécaniques, aussi bien à la production,
à la distribution qu'à l'exploitation, et des aides sélectives. En fait, tout ça, je ne sais pas faire d'un jour, il faudrait une conférence pour... mais je veux dire, c'est un système qu'on peut nous envie, qui est souvent attaqué, et malheureusement, de plus en plus par des gens qui n'en ont rien à faire, évidemment, mais c'est un beau thème de dire que l'argent du contribuable se perd dans des délires sectaires d'intellectuels qui s'occupent de cinéma. D'abord, c'est faux, mais ensuite, ce n'est pas l'argent du contribuable, c'est l'argent de tous ceux qui fonctionnent, achètent quelque chose qui a un rapport avec l'image animée. Donc tout ça était à ce moment-là en place, et cette agence a donné un coup de fouet. Alors ça n'est pas fait non plus comme ça par miracle tout d'un coup, mais c'est venu assez rapidement, et ça nous a donné effectivement, je dirais pas des ailes, mais l'idée. On est dans le Gers, il y a des tas de salles qui ferment, les salles vont mal, il y en a qui vont fermer. Une des dernières qui a tenu le coup, c'était à Panjas. Elle tenait en passant des films porno, pas interdits aux moins de 18 ans. Hein, mais il y avait du monde qui se rendait. C'était un lieu de rassemblement. À certains temps, ça marche un temps, ça. Et donc, il y a des choses à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a rencontré des maires qui avaient une salle de cinéma qui n'était plus d'activité, mais qui existait et qui pouvait être réactivée. Et c'est parti comme ça, modestement, avec, par exemple, Mauvesin, avec Samatan, Masseub. Masseub, on l'a créé. Tout ça s'est passé en 83, 84. C'était pas de gros investissements. Et Ciné 32, enfin le Ciné 32 du départ, puisqu'on appelait cette salle le Ciné 32, est devenu finalement un multisalle. J'oubliais aussi qu'en 83, nous avons ouvert une deuxième salle aussi à Auch, dans les locaux impossibles, vous les avez connus, la petite salle de Saint-Chitré au premier étage, là-haut, avec une hauteur sous plafond qui ne permettait absolument pas de faire une projection arrière, mais on en avait besoin, parce qu'on s'est rendu compte très vite qu'avec une seule salle sur Auch, on ne pourrait pas assurer cette diversité d'exposition des films que nous voulions. C'est-à-dire des films pour tous les publics, bien sûr, mais certains films, je me rappelle, on avait passé Parsifal de Siderberg, 4 heures, un film opéra pas vraiment grand public, c'est pas Carmen, je veux dire. Hein. On avait passé dans la grande salle. Je me rappelle, il y avait 8 spectateurs dans une salle de 216 places. Bon, on peut le faire une fois, et les spectateurs qui étaient là étaient contents. Je suppose, à moins qu'ils n'osaient pas sortir, peut-être, parce que ça aurait été remarqué, je ne sais pas. Mais on se dit que des salles plus petites, ce serait quand même beaucoup mieux. Quoi. Voilà, c'est comme ça qu'on a fait cette salle, et j'ai eu l'idée, pas si survenue que ça, puisque l'idée avait été appliquée aussi à Paris, de faire de la rétroprojection. On avait mis l'écran, le projecteur derrière l'écran, et on projetait par transparence, puisqu'on ne pouvait pas projeter sans accrocher les têtes des spectateurs dans la salle. Voilà comment ça a commencé. Et on avait rentré au début 70 personnes là-dedans, quand même. Bah, je pourrais vous montrer quelques images comme ça. On voit là cette première période, je ne vais pas partir plus dans les détails, j'oublie d'autres détails quand même. C'est que bon, l'équipe salariée au début de Ciné 32, elle flottait un petit peu, quoi. Enfin, personne n'avait de compétences particulières. Ce n'est qu'à partir de 81-82 que ça s'est vraiment installé, et qu'on a embauché notamment Yvon, qui a je ne sais plus combien d'années maintenant, pas loin d'une trentaine d'années projectionniste à Ciné 32. Voilà, donc ça s'est professionnalisé. On avait changé également peu à peu le matériel. Je ne rentrerai pas dans ces anecdotes parce que c'est le passé, mais c'est pour dire quand même que ce n'était pas préécrit, scénarisé au départ, on n'avait plus qu'à filmer après ce qui avait été écrit. Non, c'est comme les bons tournages, c'est comme les bons films, vraiment, c'est sur le tournage que les choses se passent, et c'est là qu'il faut résoudre les problèmes, avancer ou pas. Et l'histoire de Ciné 32, c'est ça. On a chaque fois fait un pas d'avant, on a pu trébucher, on n'a pas été infaillible, on a essayé des tas de choses. Alors on fait toutes les images qu'on veut à partir de là, hein, mais il y a des ramifications qui se font, et peu à peu on a rassemblé dans l'équipe des gens
très différents. Au fond, ils n'avaient pas tous la même passion pour le cinéma que je pouvais, ou que d'autres pouvaient avoir, hein, mais qui avaient tous un domaine de compétences. Et là aussi, c'est un apprentissage d'arriver à former une équipe, au départ, qui était loin d'être l'idéal auquel on est, je pense, aujourd'hui, au fil des décennies, arrivé. Il y avait des gens formidables dans cette équipe déjà, je le précise. Il y en a d'ailleurs quelques-uns qui sont dans la salle. Voilà, je ne voudrais pas être trop long parce qu'effectivement le retourne. Et pour le moment, on est bon. Alors on va passer là-dessus. Donc les étapes, si vous voulez, très rapidement là. J'ai été un peu dans l'anecdote. On va passer. L'histoire de Ciné 32. Donc à partir du Ciné 32, 19 octobre 1978. Disons il y a 10 ans. 1978, 1988. On pourrait dire que c'est deux Ciné 32. Du Ciné 32 plutôt à Ciné 32. C'est-à-dire une aventure inédite pour la Falep, parce que n'oublions quand même pas ces détails. Quelque part, j'avais embarqué la Fédération des associations laïques dans une aventure totalement atypique pour toute fédération. Les fédérations avaient l'habitude des ciné-clubs, je m'en suis occupé quand j'ai été mis à disposition de la Ligue, quand c'est devenu possible, quelques années plus tard, mais gérer une salle de cinéma commerciale. Et en même temps, tout le monde se rendait bien compte que la réponse était bonne, parce que j'oublie ce détail quand même, c'est que quand on a passé Padre Padrone en version française, parce qu'à l'époque on n'avait pas les VO, d'Itaviani à Auch, on faisait simplement 5 séances dans la semaine, hein, pour commencer. Jeudi soir, vendredi, samedi, le dimanche on ne tournait pas, lundi et mardi. Mais on avait fait sur Padre Padrone 5 séances, plus de 500 spectateurs quand même sur Auch, ce qui était quand même plutôt pas mal. Et régulièrement, c'était ça. Après, on a fait plus de séances, mais s'il y en avait moins de 50-60 spectateurs à une séance, dans la grande salle, bien sûr, on trouvait que c'était décevant, y compris pour un film japonais de Ozu qu'on avait montré. Donc, c'était aussi une époque quand même où il y avait une véritable réponse, un besoin qui était satisfait auprès d'un public qui, sans doute quand même, trouvait qu'avant il devait manquer quelque chose à Auch, dans beaucoup d'autres villes de France d'ailleurs. Et on n'est pas les premiers, il faut dire. Le premier qui a eu l'idée de faire ça, c'est le Parvis à Tarbes. Hein, puisque même j'ai rencontré, avant d'ouvrir Ciné 32, le directeur de l'époque du Parvis, créé par Marc Bélit, et qui était Christian Séveillac, qui nous avait donné quelques leçons d'exploitation pour les nuls, puisqu'on ne savait même pas comment fonctionnait la billetterie, ni le partage des recettes, on ne savait rien. Hein. On a appris vraiment très vite. On apprend, hein. On apprend et même on contribue parfois à changer certaines choses. Voilà, donc, première période, c'est ça. Deuxième période, pour que vous prochiez dans le passé, ça dure 15 ans. C'est 88, à peu près à 2003, je dirais. C'est-à-dire, c'est la relance et le développement alors, du cinéma à Auch et dans le Gers, et je crois qu'on peut le qualifier comme une relation exemplaire avec les collectivités et les institutions, à la fois le succès et aussi l'apprentissage de la complexité de beaucoup de choses, encore plus. Et là, c'est la période où ce n'est plus le Ciné 32, ni la Falep, c'est l'association Ciné 32 qui a été créée. Voilà, 15 ans. Après, nous entrons dans le 21e siècle, et je dirais c'est le temps des mutations, non pas des crises, mais des questionnements, des questions qu'il faut résoudre, notamment comment sortir de ce dispositif où on a toutes ces salles deux salles sur Auch, tous ces écrans éparpillés, c'est pas satisfaisant, le numérique arrive, et très tôt, on cherchait un autre endroit pour faire une autre salle. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, pour finir cette première décennie de Ciné 32, il s'est passé beaucoup de choses. Donc. À partir de fin 83, on réouvre des salles du Gers. On fait l'acquisition, enfin, la Falep fait l'acquisition des salles Brana, Condon, Mirande, Eoz, Nogaro, Florence et j'en oublie, Vic Fezensac. 6 écrans. Ça, Brana, c'était l'exploitant historique du Gers, de père en fils, lui c'était le fils. Il était déjà très âgé, très sympathique, on avait de très bons rapports avec Paul Brana. Et
il a donc loué, vendu en viager à la Falep, ces salles de cinéma qui n'auraient pas trouvé d'acquéreur et qui auraient fermé. Ça démarrait comme ça. Donc Ciné 32, c'est plutôt, pas Ciné 32, la Falep du Gers, se retrouvait exploitante non seulement des 2 salles d'Auch de la rue Lafayette, la petite et la grande, la salle mère, mais de quasiment toutes les salles du département du Gers, sauf Lectoure, qui avait encore un exploitant privé, et je crois Plaisance, qui était programmé à l'époque par le circuit du Parvis de Tarbes. Voilà la situation. Et ça a très bien démarré, parce que l'offre que l'on faisait sur Auch, on l'a fait également, dans tout le département, y compris dans les plus petites communes, la Cassera-Verbuzan. Et il a dépassé des films à ce moment-là. Beaucoup de choses passionnantes, et il y avait du public. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de relais. Ciné 32, la Falep fournissait le personnel, payait les salariés partout dans les salles. Il n'y avait pas de subvention ni d'aide des communes qui étaient par ailleurs ravies de voir que le cinéma fonctionnait. On payait même la taxe professionnelle. Et voilà. Mais ça aurait pu continuer comme ça après tout. C'était plutôt pas mal les résultats. Le problème, c'est que l'exploitation cinématographique, elle fait du yo-yo. Et il y a eu un pic en 1981 pour l'exploitation. On est arrivé au-dessus de 200 millions d'entrées. Ça a continué 1 an, 2 ans encore, c'était bon. Et puis, très vite, la dégringolade jusqu'à... ça a duré même après la solution que nous avons trouvée. C'est tombé en 91, je crois, le plus bas, c'est tombé à 110 millions d'entrées. C'est-à-dire quand même très très bas. Et puis c'est remonté. Donc ça, il faut s'en souvenir, ça peut être à chaque fois comme ça. Mais ce phénomène-là est très fréquent dans l'exploitation cinématographique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette décennie, donc, avant d'en venir à la grande crise, qui est quand même, je crois, l'objet essentiel de cette conférence, enfin, de cette évocation. Donc, à chaque étape de développement et d'innovation, nous rencontrons des succès auprès du public, beaucoup d'animations, déjà des bénévoles. Nous avions des bénévoles qui contrôlaient, par exemple, la billetterie de la salle 2 pour ne pas payer un salarié de plus. Qui participaient à des animations. On a monté une animation, par exemple, sur Auch, au moment des Césars. On a commencé en 85. Il y avait une très jolie photo là. Je vais vous la montrer si je me débrouille avec ça, oui, je pense. Ouais, très chouette cette photo. Voilà, regardez, si on est mignon là. C'était la grande affiche qu'on voyait. Il y a toujours l'affiche de 4 mètres par 3 sur le front. Là, on a accueilli le public de cette nuit des Césars, puisque ça durait toute la nuit. C'était en 85. Voilà, le film, c'était Les Fontées de Claude Miller. Et vous reconnaîtriez Marie-Josée Fartig, Charles Munoz, trésorier toujours de Ciné 32. Moi-même, peigné différemment, c'est vrai, et Monique Munoz. Bon, il n'y avait pas que nous dans l'équipe. Enfin, c'est une jolie photo souvenir, je crois, de ce type d'animation. On a vu énormément d'animations comme ça. Voilà, et ça aurait pu marcher. Le problème, c'est que ça... Merci Sylvie. Le problème, c'est que quand même, on constatait les choses, les réalités, et on voyait bien que ça ne pouvait pas durer indéfiniment, d'autant plus que la Falep, qui avait aussi d'autres ressources dans le temps, avait vu ces ressources-là diminuer, même devenir une charge, c'était les centres de vacances. Donc, entre ce problème-là et le cinéma qui, quelque part, à un moment, c'est pas lui qui posait des difficultés dans le problème, au contraire, je pense que c'était une bonne source de trésorerie. Mais dans un deuxième temps, malheureusement, la trésorerie n'était plus là quand la fréquentation commençait à baisser et que surtout, le coût de fonctionnement des salles du département devenait impossible à assumer. Ça, on s'en est aperçu très vite. Alors, il y a eu 2 étapes, là, et des expériences, là aussi, et vous voyez, le paysage, c'est la rue. On sort de la salle cinéphilie. Première étape, c'était de réduire le nombre de séances, bien sûr, dont les coûts de fonctionnement. Et ça, c'est en même temps aggraver la situation,
Ça ne règle rien, c'est une solution à court terme. Et la deuxième étape, ça a été dès 1986, donc, de rencontrer les maires, de réfléchir, bien sûr, de rencontrer les maires des diverses communes pour leur faire part de la situation. Et écoutez, la FALEP, avec CD32, remplit un rôle qui est la plupart de services d'intérêt public. En tout cas, c'est tout comme. Elle prend en charge, de fait, un service qui n'est pas rentable, qui n'est pas rentable comme ça. Donc il faudrait que l'on fonctionne autrement. Ça pourrait fonctionner différemment si chaque commune était maîtresse chez elle de sa salle, dans le cadre d'un partenariat avec une centrale de programmation, d'accompagnement, de formation, qui serait CD32. Ça concernait essentiellement les salles Brana, parce que là, elles avaient été achetées par la FALEP. Les autres salles étaient la propriété des communes, sauf l'île Jourdain, mais ça s'était passé très bien. Et la propriété des communes, donc les communes, ça ne changeait rien pour elles, c'était leur salle. Ce qu'on leur demandait simplement, c'est de participer en fonctionnement pour rendre leur salle viable, c'est-à-dire simplement d'en payer les frais de fonctionnement. Et en même temps, de recueillir les recettes. Ce n'était pas le système que beaucoup de fédérations employaient avec les réseaux cinéma, mais ça c'est un autre sujet. Ce que nous proposions était extrêmement à la fois démocratique et honnête, je dirais. Bien, malheureusement, alors peut-être parce que c'était justement la FALEP et que toutes les mairies, enfin les maires, surtout je remarque en période préélectorale, il y a des formes d'intolérance qui s'accentuent parfois. Donc, il n'était pas vraiment motivé, ni à Mirande, ni à Vic-Fezensac. Ici, à Nogaro, il a été d'accord. Et ça a été très intéressant parce que dès 1987, à Nogaro, donc le cinéma devenait, sous la responsabilité du clan de l'association culturelle de Nogaro, c'était plus payé par CD32, et c'était le clan sur place qui assurait le contact. La clé de tout ça, les salles ne peuvent vivre que sur certaines conditions, mais la première, c'est qu'il y ait des gens sur place pour la faire vivre. Et si on essaie d'importer, aussi bien que ce soit, et beaucoup de monde pensait que c'était très bien, importer de l'extérieur sans qu'il y ait des relais locaux, sauf quelques spectateurs qui vont au cinéma parce que ça les intéresse, ça ne peut pas durer indéfiniment. Et donc il y avait cette idée-là aussi. Et il n'y a pas de progrès dans ce domaine-là si on n'arrive pas à créer les conditions d'une dynamique de groupe. Et autre dynamique de groupe, c'est au niveau d'accès au film. Et là, dès 1984, nous avons créé, sur suggestion du CNC, une entente de programmation. C'est-à-dire que CD32 s'est mis à programmer, moyennant un prélèvement de 3% des recettes guichets, à programmer des salles hors du Gers, et qui avaient des difficultés avec leurs distributeurs. Et c'est ainsi que les salles de Jean-Pierre Gardelli, notamment dans le Tarn et le Tarn-et-Garonne, et la salle de Pressac, sont rentrées dans l'entente de programmation naissante de Ciné 32. Et à ce moment-là, effectivement, nous avons senti une différence déjà dans la considération de certains distributeurs, notamment pour la RSC, parce que ça permettait quand même d'accéder à des films dont on savait qu'ils n'auraient pas un public énorme, mais sans payer de minimum garantie, et donc de les faire circuler. Et du coup, ils étaient vus. Et c'était les débuts également, enfin, depuis quelques années, de l'association régionale qui s'appelait la Créamp, de salle d'arrêt essai. À l'époque, j'étais vice-président et je jouais le rôle de programmateur de circulation de films d'arrêt essai dans des salles de la Créamp qui n'étaient pas, loin de là, toutes liées à CD32. Voilà dans cette histoire, vous voyez comment on passe à cette idée que, et ça était très importante, pas seulement ne pas être seul, mais l'idée d'une mise en réseau. La mise en réseau, c'est fondamental à la fois pour la communication, mais ça, tout le monde le sait, hélas, quelle que soit la communication, mais aussi pour l'organisation, pour les charges financières, pour beaucoup de choses. Et voilà donc la situation dans laquelle on était. Donc devant le refus de prendre une décision, disons, l'attentisme des maires de certaines communes Brana, qui proposaient bien une petite subvention, mais ça ne réglait rien. C'était dans ça sur une jambe de bois, et ça ne réglait rien. Donc on a essayé, insisté, écrit,
publié dans la presse. C'était pas du tout polémique, hein, c'était un travail de conviction, on a discuté autour de nous. Et puis on s'est dit, bon, il n'y a qu'une seule solution, c'est de voir avec le département. Le département, jusque-là, ne subventionnait pas l'activité de cinéma. Il y avait des subventions pour la FALEP, comme pour d'autres associations, mais tout ce qu'elle avait fait, mais c'était la FALEP qui achetait, ça avait été de cautionner, quand nous avons acheté en 1987, alors que tout baissait, la fréquentation, le Rex, puisque Balagna, à ce moment-là, voulait prendre sa retraite, puis il en avait marre de l'exploitation, ça ne le passionnait pas, je crois, en plus, il ne nous en voulait pas, il en avait assez. Donc le Rex allait fermer ou être en vente. Mais, du coup, la FALEP l'a acheté aussi, pas engagé cette fois, mais là on n'achetait que le fonds. Hein. On louait après les locaux. Donc voilà la situation en ce moment-là. Donc on rencontre Jean-Pierre Joseph, qui était président du conseil général à l'époque, pas départemental. Il était assez réticent au départ par rapport au cinéma. Il ne pensait pas qu'il y avait une solution évidente, mais il était très ennuyé, effectivement, de la situation de plus en plus tendue de la FALEP. Mais enfin, on a fait un travail d'explication, de conviction. On a travaillé surtout, j'ai retrouvé dans mes archives ce petit truc, là. C'est un rapport sur le cinéma d'Angers, qui a été travaillé à partir de 1986. Il y avait déjà les grandes lignes. Au fond, quelles étaient les grandes lignes? C'était l'idée que c'est très bien d'assurer un service d'intérêt public dans tout le département, mais le faire sans en avoir les moyens et les relais, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un nouveau système, une nouvelle donne, un petit Big Bang, de deux choses l'une. Ou les salles vont fermer, comme c'était le cas partout en France, hein, y compris dans les grandes villes. C'est une crise profonde de l'exploitation. Ou bien les salles vont fermer, ou nous, on vous propose un système. Alors, qu'est-ce qui nous permettait de le proposer? C'est peut-être quasiment unique en France. Je vous dis, à deux exceptions près, toutes les salles de cinéma étaient gérées par la même structure d'exploitation, sous le nom de Ciné 32, mais c'était la FALEP. Donc, un seul interlocuteur, en fait, pour traiter le problème. Ce qui pouvait permettre des solutions qui étaient impossibles dans un lieu où des exploitants ont été en concurrence les uns avec les autres. C'est pas de faire un dessin. Plus la situation se tend en termes de fréquentation et sur le plan financier, plus les exploitants, plus les distributeurs sont crispés, hostiles, et cherchent des boucs émissaires, et la tendance n'est pas de se réunir, mais de s'entretuer plutôt à ce moment-là. Hein. Donc, dans le Gers, on avait ce microclimat possible, ce n'était pas gagné. Hein. Donc, on a travaillé cette idée. Quelle est la solution? Tout simplement, les salles de cinéma, si on veut qu'elles existent, en dehors de la logique du marché, partons de ce premier constat, aujourd'hui, c'est-à-dire à l'époque déjà, une salle de cinéma ne peut pas permettre à quelqu'un d'en vivre, dans des petites communes du Gers comme d'ailleurs. Bon. Donc il faut, cette salle de cinéma, si on veut qu'elle reste, il faut qu'elle soit la propriété de la commune. C'est un bien communal, c'est un bien municipal. Après, elle doit être gérée par des gens qui en font leur affaire, parce que c'est leur problème et leur envie. Faisons qu'ils existent, s'ils existent. Il en a existé quand même. Il y avait des hauts et des bas, mais il a existé. Deuxième condition, donc, il faut que cette salle soit gérée sur place par des gens. Mais gérer, ça veut dire, par recueillir les recettes qu'on va reverser ensuite à une autre structure, gérer à la fois les recettes et les dépenses. C'est-à-dire qu'ils ont leur trésorerie, c'est leur affaire, si on peut dire. C'est pas une affaire, mais c'est leur affaire. Troisième condition, si la mairie s'engage là-dedans, il faut qu'en même temps, elle leur fournisse les moyens de fonctionner. Non pas, c'est-à-dire de deux manières. D'une part, garantir quand même la couverture d'un éventuel déficit de fonctionnement. Je dois dire que dans les premières années, ils ont été extrêmement rares, donc ça remontait. Et c'est ce que l'expérience de Nogaro avait prouvé en l'année 87, ça a été spectaculaire. La fréquentation de Nogaro montre que c'était l'affaire de Nogaro et pas de Hoche qui a apporté le cinéma à Nogaro. C'est reparti. Bon. Ça, c'était essentiel. Mais alors, l'aider d'une autre manière, parce que si chacun doit être son programmateur, on est tous des amateurs là, hein,
nous aussi, on était des amateurs au début, mais là, ça devenait plus grave maintenant. Donc, il y a une solution, il y a une structure qui a maintenant acquis ô combien, et parfois douloureusement, une expérience de ce que ça veut dire, gérer des salles, les programmer, les faire fonctionner, et innover, proposer, etc., et animer. C'est Ciné 32. Donc, dans ce cas-là, il y a une solution, c'est que toutes ces salles, en même temps, soient regroupées dans une sorte de fédération, une association qui est Ciné 32, à laquelle adhéreraient les communes. Et paieraient pour cela une cotisation qui est fixée. Cette idée-là, elle n'a pas été aussi claire dès le premier jour, mais c'est précisé très très vite. Et dès les résultats concluants de l'expérience de Nogaro, elle est devenue une évidence. On s'est battu pour ça, dans la presse, communiqué, on tombait sur un mur, et on s'est battu aussi, battu, j'aime pas ce mot d'ailleurs, c'est pas une bataille, enfin, c'est quelque part, c'est une action pour vous mener quelque chose. On s'est tourné aussi vers Paris, parce qu'il ne faut pas oublier que l'ADRC nous suivait avec beaucoup d'intérêt ce qui se passait dans le Gers depuis le début. Il m'a raconté récemment que Jacques Gajos à l'époque, il disait « Ah, c'est ce qu'ils font là, ils sont en train de faire, etc. » Donc, on était quand même connus. Je connaissais bien celui qui suivait tout cela, c'est Daniel Sauvaget. Et Daniel Sauvaget, dont je parlais de la situation, on avait discuté de ce plan, ça lui paraissait extrêmement intéressant. Et donc, il m'a dit « Bon, mais je vais descendre un jour à Auch, on va essayer de le rencontrer. » Alors, j'ai obtenu de Jean-Pierre Joseph, après pas mal de discussions, de monter une réunion d'abord, une réunion de tous les maires du Gers. Elle a eu lieu le 3 février 88 au conseil général, la grande salle, pas la salle de congrès, mais la grande salle de réunion. Il y avait tous les maires des communes du Gers. Il y avait bien sûr les principaux présidents et vice-présidents du conseil général. Et il y avait les représentants de la FALEP du Gers, c'est-à-dire Jean Rosès, président, Alain Oufartig, Ciné 32, et il y avait Daniel Sauvaget pour représenter la DRC et pour faire part de certaines propositions qui pouvaient être faites en lien avec le CNC pour alléger les coûts de l'achat des salles par les mairies qui devraient le faire, par exemple. Ce qui ne peut pas rien. Eh bien, cette réunion a eu lieu. Elle aurait dû aboutir. Jean-Pierre Joseph avait été remarquable. Elle aurait dû aboutir. Et puis, ça n'a pas abouti. Bien sûr, beaucoup de maires étaient d'accord. Nogaro l'était déjà, les 50 ne l'étaient pas, donc ça bloquait sur Brana. Et c'était catastrophique parce que la situation que nous vivions était vécue par énormément de salles en France à ce moment-là, même les grands, même les circuits. Et on était arrivé à un point que comme on ne pouvait plus payer les distributeurs, c'est-à-dire payer le pourcentage de location des films qu'on avait passé le mois précédent, eh bien le CNC avait fini par accepter, en fermant les yeux, par accepter que l'on utilise le fonds de soutien des salles. Alors le fonds de soutien des salles dont je vous parlais, généré par les taxes, etc., le fonds de soutien des salles, c'était uniquement pour les équipements, normalement. C'est ce qui permet d'ailleurs de rénover, de moderniser, parfois de créer des nouvelles salles. Donc, les exploitants pouvaient utiliser donc, le fonds de soutien pour remplacer la trésorerie qu'ils n'avaient pas. Ça n'aurait pas pu durer indéfiniment non plus. Nous n'en étions pas très loin et on commençait à avoir du mal même à recevoir des films. On a eu du mal à sortir le Grand Bleu, on y est arrivé quand même. C'était à ce moment-là. Heureusement, le Grand Bleu a beaucoup marché quand même. Voilà donc quelle était la situation. Et à partir de là, du 3 février, semaine après semaine, pendant 3 mois, c'était l'enfer. C'était l'enfer et quoi que l'on fasse, on se heurtait à un mur, on a même une réponse collective. Alors on les avait rencontrés, on avait écrit, on avait discuté dans des réunions. Il y a eu une publication dans la presse qui était la lettre ouverte à Ciné 32 des 5, puisque Nogaro n'y était pas, des 5 maires en question, qui se disaient en gros qu'ils n'avaient pas à se substituer au problème de déficit en gros, de commerce. Quoi.
ce qui est finalement, c'est juste, parce que je crois qu'ils avaient certainement cette motivation, puis peut-être d'autres, mais ce n'est pas l'objet ici de Santé des Cœurs, mais c'est vrai que pour eux, le cinéma, c'était un petit commerce. Et c'était ça d'abord, hein, dans le Gers, avant que l'on arrive, et encore un petit peu quand on est arrivé pendant quelques années, c'était encore un petit commerce qui avait été extrêmement nourrissant, hein, pour les exploitants de l'époque. Ils aimaient le cinéma. Ils aimaient les films, et il y en a qui étaient cinéphiles, d'autres qui étaient programmés, qui ne savaient même pas ce qui passait souvent. Hein. Mais voilà. Alors qu'est-ce qu'on a fait là? Eh bien, on a commencé à fermer des salles. On a commencé à fermer des salles dans le département, en expliquant, il y a une campagne de presse, il est parti des pétitions dans plusieurs villes du Gers, adressé à la mairie pour dire qu'il fallait faire quelque chose pour sauver les cinémas. C'est parti comme ça. Donc vous voyez, Ciné32, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Hein. Et là, je peux dire que quand même, pour moi, c'était une expérience très, très formatrice, d'abord sur les rapports humains, sur les raisons des uns et des autres, et dans les rapports avec les élus, où on peut parfois faire de la différence dans le rapport qu'ils ont au sujet que l'on traite quand même. Hein. Et c'est vrai que Jean-Pierre Joseph a bien tenu le cap, même si je pense qu'au fond de lui-même, il disait qu'il pouvait peut-être sauver le cinéma quelque temps, mais que ça n'allait peut-être pas durer, mais qu'il y aurait d'autres formes. Et garder des salles, ça pourrait servir à projeter de la vidéo ou des choses comme ça, je ne sais pas. Et puis il s'agissait aussi de sauver la Falep en même temps. Voilà. Mais donc on a obtenu finalement, ce qui est unique, je crois, en France, une session exceptionnelle du Conseil général avec un seul sujet lors du jour. Hein, ça, je m'en souviendrai longtemps, c'est le 16 avril, donc entre les deux tours des présidentielles, période électorale qui facilite également l'écoute mutuelle, c'est connu. Donc, session du Conseil général, sauvetage et relance. Je tenais à ce qu'il y ait les deux mots quand même, et relance du cinéma dans le Gers. Et dont la session se déroule tranquillement. Il n'y avait pas beaucoup d'absents. J'étais là avec Jean Rosès, là il n'y avait pas Daniel Sauvager. Commence à exposer les choses. Et je vous oubliais ce détail, c'est que ce document dont je vous parlais, bon, ça pourrait être ça ne prouve rien, mais c'est le travail qu'on avait fait, à la fois financier et explicatif sur le plan de relance que l'on pourrait essayer de mettre en place. Et c'est ce plan-là, effectivement, qui est proposé à l'Assemblée. Donc, tout semblait très bien se dérouler, et puis voilà, tout à coup, quelqu'un demande, un élu de la majorité du département à l'époque, donc l'élu de gauche, demande une interruption de séance qui a lieu. Nous, on dit, bon, un détail sans doute, avec Jean Rosès, et à l'époque, c'était Jean-Pierre qui était là, non? Ah, c'était toi. Tu as des souvenirs, je pense. On attend, au bout de 3 quarts d'heure quand même, bon. On vient nous chercher, on dit, venez, il y a un petit problème. Alors il y avait un problème, effectivement, et je lui dis, en comprenant parfaitement les raisons des uns et des autres et ce qui se passait. Jean Laborde, maire d'Auch, il acceptait donc de prendre, s'il est 32 Alsace, l'ancien Rex, qu'on avait acquis l'année précédente, le fonds, les murs restent la propriété de Baladia. Hein. Mais il avait un souci parce qu'il craignait que si Lafayette, c'est-à-dire l'autre salle de 17 Lafayette, restait ouverte, ça ferait de la concurrence et que du coup, la salle risquait d'avoir des problèmes financiers. Et comme il la voyait en salle municipale, parce qu'on n'avait pas encore créé l'association Ciné 32 non plus. C'est parti là-dessus, donc, et le climat était assez tendu là-dessus. J'ai essayé de prendre la parole à un moment, je me suis fait allumer par un conseiller général qui a dit, écoutez, il y a des tas de problèmes dans le Gers, ce que je savais très bien, autre que le cinéma, alors ne vous embêtez pas, c'est la solution. Et j'étais heureusement à côté de Jean Laborde. Je lui dis, bon, je ne dis pas le terme employé, mais ça ne va pas marcher parce que ça casse tout, je lui dis. Ça casse tout. Si
on casse la dynamique de Hoche, c'est quand même la locomotive. Le reste ne marchera pas. Et puis, tu crois, lui? Et il n'était pas convaincu. Hein. Ceux qui l'ont connu savent qu'on ne le convainquait pas comme ça. Hein. Et voilà. Et on repart donc. Apparemment, c'était acté. Et donc, Jean-Pierre Joseph commence à expliquer. Donc voilà, le conseiller général va racheter le circuit Brana. La ville d'Auch va racheter le fonds de Cinétron de Alsace. Mais le conseil général va racheter pour une somme assez légère d'ailleurs la salle Cinétron de la salle mère, mais on va geler l'exploitation. Alors là, j'en aborde la main. Ce n'est pas décidé encore. Voilà. On attend. Et chapeau. Chapeau parce que je comprends parfaitement ces raisons, surtout quand on ne connaît pas vraiment comment fonctionne l'exploitation du cinéma. Et là, avec Daniel Sauvager m'a fourni des dossiers sur toutes les villes de la dimension de Hoche en France, leur situation, le nombre de salles de cinéma qu'il y avait, ce que ça donnait, etc. On a monté effectivement une analyse de faits que l'on a soumise à Jean Laborde et à ses conseillers qui l'entouraient. Et effectivement, ça a pris un mois, mais au bout d'un mois, il avait levé cet obstacle. Et enfin, le plan pouvait démarrer avec des salles qui étaient encore fermées dans le département, parce qu'on n'avait pas encore ouvert Condon ni Fleurance. Voilà donc un petit peu cette histoire. C'est le point de départ. Mais tout ça pour dire finalement qu'à ce moment-là, où on arrive à la fin de la première décennie de Ciné 32, on n'aura pas le temps de parler des autres avec autant de détails. Hein. Et oui, Sylvie s'inquiète, il y a d'autres séances. Voilà. Mais pour une fois. Non, mais à la fin de cette première décennie, je veux dire qu'à peu près tout ce que l'on a développé après a été mis en place, a été conçu. Il ne restait plus parfois qu'à le développer, le consolider. J'oubliais un détail important, toutes les actions au milieu scolaire. Il y en avait déjà à ce moment-là, sans qu'il y ait le plan scolaire. Et on a créé notamment au Garros une des premières expériences de ce qui deviendra l'option cinéma par la suite. Voilà. Donc là, je vais vous montrer quelques vidéos, ça me permettant de me reposer aussi. Et à vous de vivre en direct les émotions. Alors, cette première vidéo, vous allez voir, elle est juste avant la session du Conseil général du Gers. C'est François qui est venu faire un petit reportage. Il y a le son, je pense. Là. À Auch, aujourd'hui, il ne reste que 2 cinémas et la grande salle du Lafayette était remplie exceptionnellement il y a quelques jours grâce aux séances réservées pour les scolaires. À Mirande, depuis 8 jours, le cinéma est fermé. Ciné 32 va mal. À Vic aussi, on a fermé. Florence ferme cette semaine, Condon et Eauze dans 8 jours. C'est vrai que beaucoup de gens peuvent peut-être envisager le département du Gers sans cinéma, ou avec beaucoup moins de cinéma. Pourtant, je crois qu'il faut bien voir que le cinéma, c'est pas seulement une dimension culturelle, réelle, mais c'est aussi tout simplement un peu de la qualité de la vie, la possibilité pour les gens le soir de sortir, d'aller quelque part. Or, je ne sais pas, je pense à Auch, bien sûr, mais aussi à Condon, à Mirande, à Condon, le cinéma tourne 5 jours sur 7. S'il n'y a plus de cinéma à Condon, un peu de la qualité de la vie à Condon va disparaître, et c'est un pas, je crois, pour toutes les communes, un pas de plus en arrière vers la désertification. Je crois énormément au cinéma, et nous sommes plusieurs, enfin même nombreux à Condon à avoir Oui, parasol, je pense que le maire a reçu près de 600 lettres lui demandant de maintenir le cinéma sur Condon, ce qui est tout de même pas négligeable. Mais actuellement, comme chacun le sait, il y a une baisse de fréquentation dans toutes les salles en France, et Condon n'échappe pas, encore moins puisque c'est la campagne, et les gens ont des kilomètres à faire pour venir au cinéma. Nous essayons de motiver les gens pour qu'ils reviennent au cinéma, pour qu'ils soutiennent le cinéma, et que donc cette inexorable mort du cinéma dans le Gers soit freinée. Les amoureux du 7e art veulent garder leur cinéma. Au-delà des clivages politiques, on s'organise. Rien n'est encore perdu.
Le plan de relance existe, il est soutenu par le Conseil général et l'Agence pour le développement du cinéma. Si les municipalités veulent s'impliquer plus directement dans la gestion de leur cinéma, eh bien ce cinéma peut être sauvé. Voilà, c'est pas joli. Voilà, donc là c'est parti. Début mai, Charlie et Pierre Paretti et moi, nous avons déposé les statuts de l'association Ciné 32. La FALEP, fondant cette association, voilà. Et donc, très vite, parce que ça flottait quand même sur la suite à donner à tout ça, très vite, nous sommes positionnés naturellement pour prendre le relais, pour appliquer ce que la nouvelle situation permettait de faire, c'est-à-dire relancer le cinéma d'Angers. Et c'est parti comme ça pendant 15 ans. Pendant 15 ans, avec un vrai travail de construction, avec des aides, avec la signature de la première... Je vais vous donner quelques documents. Ça, on a le temps quand même. Oui, on a le temps, c'est assez court. Je vous montre pas... C'est assez amusant, vous ne vous rappelez peut-être pas, mais... la première grande opération, où je pense que tout le monde a eu conscience que ça allait marcher, ça a été la sortie nationale de l'Ours. À l'époque, on n'avait pas de film en sortie nationale à Auch, très fréquemment, hein, avant ces années-là. Donc, c'est le rôle de la DRC, c'est-à-dire de fournir des copies parfois. Mais le CNC avait aidé, la DRC avait aidé, le distributeur a fait un effort, il y avait plusieurs copies de l'Ours qui sortaient simultanément à Auch et dans les salles du Gers, au même moment, en national. Ce qui était un événement absolument sans précédent. Tout ça pour dire d'ailleurs aussi une de nos caractères un petit peu improbables, en tout cas rares dans la profession, c'était le contraire de l'esprit de compétition et de concurrence. Puisqu'on a toujours eu à cœur avec les autres salles du Gers de faire en sorte que s'ils avaient un film en même temps que nous, ce qui est arrivé souvent quand même, grâce à nous, on ne considérait pas qu'ils allaient nous prendre du public. C'est ça. Et vous savez, ce n'est pas une idée très répandue dans l'exploitation. Nous savons quelque chose de même d'ailleurs. Voilà, donc la sortie de l'Ours, le film de Jean-Jacques Hadot, je ne sais pas, mon élément célèbre. D'ailleurs, ça résume bien un peu le grand écart de Ciné 32 dans la salle 2. Au même moment, nous allions sortir notre très très beau film, très différent, qui s'appelait La dernière tentation de Christ de Martin Scorsese. Vous voyez, l'éclectisme de Ciné 32, qui ne s'écarte aucun sujet intéressant dans sa programmation. Et voilà, donc je passe sur La dernière tentation du Christ, qui nous a valu quand même un bris de vitrine et des tours de garde pour continuer à passer le film. Voilà. Mais pour l'Ours, ça a été une animation énorme. Et là, vous avez ce petit document des journaux télévisés de l'époque, de France 3 aussi. Voilà, Jean-Jacques Hano à Auch. Et vous allez voir, le sourire commence à regagner les visages. Il faut être folle pour croire au cinéma. Dans le Gers, la Fédération des œuvres laïques s'est mise en tête de maintenir un réseau de salles qu'une association Ciné 32 a pour mission d'animer. Ça a été la création de la Fédération des œuvres laïques du Gers, qui s'appelle FALEP dans le Gers, qui au départ était une salle d'art et essai, qui comblait un vide culturel dans ce domaine. Et petit à petit, au fil des années, nous avons été amenés, disons, à nous étendre, non pas par volonté hégémonique, mais tout simplement parce que, ici et là, le secteur commercial, pour des raisons diverses, de vieillissement, de manque de rentabilité, devenait défaillant. Depuis 10 ans, en effet, les salles se vident et ferment. La Fédération des associations laïques et d'éducation populaire les rachète. Mais la crise de 1987 contrarie le scénario. Le Conseil général est alors appelé à la rescousse. Le voilà propriétaire de 7 cinémas dans le département pour la modique somme de 1 650 000 francs. Nous sommes dans une société qui prône l'égalité. L'égalité, c'est aussi la possibilité pour les ruraux d'avoir accès à un type de culture que seul, à l'heure actuelle, le cinéma est en mesure d'offrir. Je pense qu'il est essentiel pour notre ruralité de maintenir le plus loin en profondeur possible ces salles de cinéma. Et dans le rôle de la banquière, les communes chargées de régler les factures pour des salles de cinéma difficilement rentables. Le fonctionnement des cinémas dépend de chaque lieu, de chaque commune, de son soutien financier, mais aussi du dynamisme associatif qui peut lui redonner vie.
ce qui nous manquait, nous, quand nous assurions un service un petit peu partout. Une quinzaine de salles sont déjà dans le circuit, mais ici ou là, il y a des résistances. On peut aimer le cinéma et vouloir économiser les deniers de la commune. Nous cherchons donc une solution qui permette la réouverture des salles d'une part, et d'autre part, qui permette de ménager, autant que faire se peut, les deniers des contribuables florentins. L'argument économique cache mal des rivalités de clochers, reste que la crise du cinéma est bien réelle, le public rural ne supporte plus d'attendre un mois pour voir le dernier film dont on cause. Et voilà, un an après. Le costume du ministre est bleu. Les décors sont de Willy Holt et il ne s'agit pas de théâtre mais de la visite de Jack Lang sur le tournage du film de Louis Malle au château du Callaway dans le Gers. C'est une vraie bouteille quand même, Un département qui enregistre une hausse de 30% du nombre des spectateurs depuis la reprise des salles par le Conseil général et les mairies. L'association Ciné 32 assurant, elle, l'exploitation et surtout la programmation des 22 salles de cinéma sauvées de la fermeture par cette démarche. Une collaboration collectivité locale, association, État que le ministre de la Culture aimerait généraliser. Partout où je vais en France, je dis imiter le Gers. C'est un magnifique exemple de renaissance du cinéma en France. L'État peut donner un coup de pouce ou un coup de main à une action de rénovation ou de réhabilitation d'une salle de cinéma. Par ailleurs, d'autres formes d'intervention consistent à mettre à la disposition des collectivités des copies plus nombreuses de films pour que plus rapidement le public puisse voir les films qui sortent à Paris. Star de la visite, le cinéma a fait un peu d'ombre aux autres chapitres de la convention culturelle signée entre l'État et le département et qui concernent d'autres projets culturels comme le festival de jazz de Marciac ou le festival de danse contemporaine. Surtout lorsqu'il se murmure avec insistance que la première mondiale du film de Louis Malle pourrait bien se faire en février prochain dans les 22 salles du Gers. Voilà quelques souvenirs donc, où les choses commencent à prendre forme. C'est la première convention de développement culturel il y a ce moment-là, avec un volet cinéma, c'est la première fois que ça arrivait en France. Voilà. Donc à partir de là, je pense qu'on va accélérer les choses, bien que ces 15 années sont très nourries et quelques-unes, c'est à ce moment-là qu'est arrivée Marie-Hélène, qui est là parmi nous. Marie-Hélène, c'est la première recrue de l'association Ciné 32. Voilà, Dominique Lafitte est arrivé très vite, aussi, il est parti trop tôt. Voilà, beaucoup de monde. Beaucoup de souvenirs. Alors, dans ces 15 années, il y a un basculement. Milou en mai, tournage d'un film dans le Gers, une avant-première spectaculaire avec là aussi 3 copies. Le FLUD a dû faire 20 000 entrées dans le département, c'était formidable. Tout le monde allait le voir, même si il regrettait. C'était tourné dans le Gers, mais les plaques automobiles, les plaques d'immatriculation des voitures marquaient 33. Hein. Mais enfin bon. Mais là-dessus, il y a quelqu'un qui avait sa résidence secondaire, pas loin du Gers, à la limite du Gers de la Garonne, à Ambax, à côté de l'île en Dodon et de Saint-Martin. C'est-à-dire Toscan du Plantier, ancien grand producteur chez Gaumont et compagnon de route Nicolas Sédou, et depuis freelance, disons, dans un parcours où en même temps il était quand même aussi président déjà d'Unifrance Film. Et un jour, Edouard Toscan va tourner un film sous son nez, là, et il avait une idée déjà, il a toujours des idées, souvent des très bonnes d'ailleurs, mais il dit, mais pourquoi on ne fait pas dans notre région un bureau d'accueil de tournage? Voilà. Et c'est parti là, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas en France, il y en avait un dans le Var, je crois. Il y avait des choses particulières dans le Rhône, mais c'était plutôt de la coproduction, ce n'est pas des bureaux d'accueil de tournage, c'était différent à l'époque, je ne trouve plus son nom, peu importe. Et donc, un jour, moi, on me téléphone, un lundi matin, en février 91, on me dit, tu as Toscan du Plantier au téléphone. Ça va, et c'était Toscan du Plantier au téléphone, voilà. Il me dit,
je ne vais pas parler comme lui, mais vous l'avez parfois entendu, il est plus âgé certainement, mais il me dit, ce que vous avez fait, tous avez essayé d'être en deux, c'est formidable, j'aimerais vous rencontrer, j'ai une idée qui pourrait peut-être vous intéresser. Parce qu'il avait essayé à l'Île-en-Dedans, effectivement, il y a déjà un bureau qui avait été installé, de monter un bureau d'accueil de tournage en s'appuyant sur le conseiller général de l'Île-en-Dedans, qui était intéressé par le projet, mais qui n'avait absolument pas réussi à convaincre le conseiller général de la Garonne, qui ne jurait que par la Fédération des laïcs de la Garonne et pas par tout ce qu'on peut entier, de se lancer dans cette aventure qui était peut-être un peu risquée quand même. Et donc il vient nous voir, et voilà. Et ça a été le début, je dois le dire, d'une amitié avec une expérience aussi, la confrontation à une personne réelle par rapport à tous les clichés, les images que l'on peut avoir et qui sont souvent des caricatures ou des extrapolations démentielles, mais c'était vraiment quelqu'un de très chouette, quoi. Et réellement sincère dans les passions qu'il pouvait avoir, je crois. Et donc, voilà, on a commencé... on s'est dit, mais on va essayer, et j'en parle donc à Jean-Pierre Joseph, à ce moment-là, qui était très réticent, mais qui commençait à voir quand même que ça prenait ce plan de relance. Et donc, je n'entre pas dans les détails, mais il a fini par être convaincu. Et donc, il rencontre Toscan. Voilà, je ne rentre pas dans les détails. Il doit écrire un roman, là aussi, sur comment ces choses-là, comment l'écoute peut être développée tout à coup. Et c'est vrai, il a été très motivé, Jean-Pierre Joseph. Et donc, il y a l'idée de créer ces régies de Gascogne avec un financement du département qui aurait été modeste, mais qui aurait permis d'assurer un fonctionnement pour accueillir toutes les demandes, etc. Voilà, patatras, très vite, changement de majorité du Conseil général, la campagne électorale. Et là, on a eu une certaine variété dans la campagne électorale. Un des thèmes, c'était, pour vraiment brocarder le Conseil général sortant, c'était de dire qu'il gaspillait l'argent vous connaissez le sujet, des contribuables, qu'il avait, c'est vrai, nous on n'y était pour rien, ils avaient mis 1 million de francs à l'époque, hein, pas d'euros, 1 million de francs, je crois, ou ça semble, je ne sais plus les chiffres, je m'y perds, enfin, c'est une somme qui n'était pas monstrueuse, enfin, qui était réelle quand même, hein, dans le financement de Milou en mai, qui aurait été tourné de toute façon, c'est vrai. Mais en même temps, avec l'engagement de faire cette grande avant-première avec toute l'équipe, vous allez les revoir là, maintenant. Et donc, on se retrouve avec les régies naissantes et un nouveau conseiller général qui avait fait campagne sur le thème. Ils gaspillaient l'argent pour le cinéma, pour n'importe quoi. Ils veulent maintenant tourner des films dans le Gers. Bientôt, je me rappelle le thème, mais bientôt, ils vont faire venir la Cicciolina. À l'époque, c'était... Voilà. Bientôt, ils vont faire venir la Cicciolina. On a le droit d'avoir les perceptions qu'on peut de ce que font les autres. Hein. Ce n'était pas vraiment le projet. Voilà. Et donc, on se retrouve avec le choix. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber, on continue. Bon, on a dit, on continue. Et on en parle avec Toscan, bien sûr. Et bon, on dit, je vais essayer de vous aider quand même. Il nous aide d'une façon très, très simple, en acceptant de parrainer l'association Ciné 32. Du coup, on a baptisé la grande salle initiale de Ciné 32 salle Toscan du Planty, vous vous souvenez, la plupart d'entre vous. Et on va faire donc le parrainage. Et alors, ça a été le grand jeu. Après une année quand même où on était traités quasiment comme des malfaiteurs potentiels, quoi, hein. Peu à peu, ça s'est mis en place dans des rapports corrects, mais voilà, donc en 92, je vais vous montrer une petite vidéo, ça parlera mieux. Le parrain était là, quelque part, au dernier étage de Ciné 32, rue Lafayette à Auch-en-Bas, dans l'une des salles qui portait déjà son nom. L'Assemblée générale égrenait sa kyrielle de chiffres de comparaison. Une salle pour 9500 Gersois contre une salle pour 12 800 Français. Satisfaction et applaudissements pour l'arrivée de la star. Au fait, Toscan et le Ciné Gersois, ça s'est noué comment?
J'ai été très frappé, quand je suis arrivé ici, ça fait bientôt 12 ans, de l'espèce de renaissance du cinéma dans le département. Et quand j'ai vu des villages où il y avait des films en même temps qu'à Paris, des salles pleines, ça m'est apparu un miracle. Nom du miracle Ciné 32, trait d'union entre les responsables des salles, tous bénévoles, et les milieux de la distribution. Toscan y ajoute sa touche personnelle. On voudrait essayer d'encourager les tournages dans la région. Alors on a créé une toute petite structure qu'on a appelée les Régies de Gascogne. Le mot Gascogne est un mot que le monde entier connaît, pour essayer de convaincre les producteurs de cinéma et de télévision de venir tourner dans ce beau pays. Et tourner, c'est apporter non seulement des images et du plaisir, mais aussi dépenser beaucoup d'argent sur place. Problème, le Gers a changé de majorité aux dernières cantonales. Or, Ciné 32 est l'émanation de l'ancienne majorité. Foin de polémique, Toscan, lui, se veut pragmatique. Normalement, dans un département rural comme celui-ci, le cinéma aurait dû disparaître, selon les fameuses lois du marché. Eh bien, pour les 150 000 personnes qui vont chaque année voir un film dans le département, ça serait évidemment un grand dommage. Et quand on sait que ces 150 000 sont pour la plupart des jeunes, où seraient-ils ces jeunes s'ils n'étaient pas dans le cinéma? Hormis les États-Unis, la France est le seul pays où le cinéma est bien vivant. Et elle le doit à son ciné rural, au moins autant qu'au prestige de la Croisette. Voilà, le deuxième document que je vous passe, qui n'est pas loin, c'est Toscan qui était une émission moi, j'avais de magazine le cinéma de Paris pour les joies de la campagne Gascogne et de l'île en Dodon. Et puis j'ai retrouvé le cinéma, ou c'est le cinéma qui m'a retrouvé, les deux, à travers cette association exceptionnelle, qui fait donc son 15e anniversaire, et qui a vu doubler en moins de 10 ans l'audience du cinéma dans un département où normalement il serait mort, dans les lois du marché. L'énergie de quelques-uns de cette association, il faut dire des militants qui l'ont fait fonctionner, et son patron Alain Moupartigue, ont permis de faire renaître le cinéma. Et aujourd'hui, le Gers est un exemple que la France entière observe. Combien de salles sont gérées par Ciné 32 ? C'est une vingtaine de salles qui sont gérées directement, plus d'une quarantaine programmées. Plus de 15 communes du Gers profitent de cela. On peut dire que le cinéma est en profondeur et c'est un cinéma très diversifié, puisque les films sortent en même temps qu'à Paris, les très gros, les très petits, les très beaux, les très chers, enfin le cinéma. Alors je me suis demandé pourquoi ça marche. Je crois qu'on a la réponse là en image. C'est aussi que vous organisez des rencontres avec les réalisateurs. Là on vient d'apercevoir Louis Malle à l'occasion de Milou en mai. Jean-Luc Godard est venu dernièrement aussi présenter. Les comédiens aussi qui viennent, bien sûr les têtes d'affiche. Vous-même les producteurs, puisque vous êtes allé présenter à Samatan récemment le Van Gogh, enfin il y a quelques années. Oui, moi je viens très souvent parce que je trouve que c'est un effort exemplaire et qu'il faut aider, bien sûr. Il y a une tendance à centraliser le cinéma sur les grandes métropoles et à croire que dès qu'on sort des grandes villes, il resterait que les films à la télévision. Moi j'aime beaucoup les films à la télévision, mais je pense que c'est mieux de les voir d'abord en salle. C'est mieux pour tout le monde et c'est même mieux pour la télévision. Le cinéma, c'est un acte d'amour, c'est un acte de désir, et finalement, ceux qui le pratiquent l'aiment. Ce qui explique la progression. Parce que ce qui est très troublant, c'est qu'on parle toujours du déclin du cinéma. Il y a de déclin que si on laisse décliner. Le cinéma ne vit que de la volonté de ceux qui le font. Quand il y a volontariat local, donc... Oui. Alors ça suppose beaucoup de choses. Parce qu'il faut beaucoup de choses en même temps. Il faut qu'il y ait une volonté commune des autorités locales. Il faut que les maires, c'est le cas, le conseil général se mobilise. Il faut trouver des interlocuteurs courageux, parce qu'au départ c'est difficile, et puis ça paraît un peu utopique, parce que, je veux dire, en soi relancer le cinéma dans le Gers, à quoi ça sert au départ? On se dit, bah, ils iront à Toulouse voir les films, non? Voilà, donc je vais très vite sur cette quinzaine d'années dans les États provinciaux. C'est que, je ne sais pas, comme des branches qui poussent sur un arbre, si vous voulez, ou prenez l'image que vous voulez, ou des trains que des wagons que l'on raccroche à un train, mais je préfère l'arbre. Les développements dans tous les sens. Si les tournées fonctionnent comme ça, mais après ce coup d'envoi du plan de relance et de la convention culturelle qui a donné vraiment l'élan au début, il y a des tas de choses qui se mettent à fonctionner. Le plan cinéma jeunesse, par exemple, c'est les accès au milieu scolaire. Dès l'année 89, dès la rentrée 89, on commence à... Ce plan-là, c'est vrai, je l'avais conçu au départ. Il a été dans la convention.
C'était le début de collège de cinéma. Il y avait une ou deux salles qui l'avaient commencé l'année précédente. On l'a accueilli tout de suite dans le Gers également. Ce plan cinéma jeunesse ne se contentait pas pour nous de montrer des films. Dès la deuxième année, nous avons recruté Philippe Caillet. Ça a été un membre déterminant et essentiel de l'équipe dans cette période, et qui a apporté lui aussi sa passion à la fois pédagogique et je sais pas, émotionnelle pour rencontrer les jeunes, les enseignants, et qui a fait un travail formidable d'accompagnement des films. Après, donc, après, tout se bouscule, les mises en place des régies de Gascogne. Alors, Toscan, vous avez vu le pédagogue qu'il pouvait être, hein, il nous a beaucoup aidé, effectivement, mais Claude Miller tourne son premier long métrage dans le Gers. Toscan lui avait soufflé la solution. Il voulait le tourner à Yves, c'était plus possible. Et il vous tournait dans le Limousin, d'ailleurs. Et c'est à Yokohama, il y avait le Festival international d'Unifrance, il y avait Claude Miller, Toscan dirigeait ça, et il lui dit, mais tournez dans le Gers. Et effectivement, Claude est arrivé dans le Gers, ils ont tourné ce film qui n'est peut-être pas son chef-d'œuvre, mais qui est un film quand même tourné en grande partie dans le département, avec Jean-Pierre Mariel et beaucoup d'autres. Voilà, ça a commencé comme ça. Et après, le Baudelaire d'André. Voilà. Donc il y a tout ça qui est parti aussi. Oui, oui, le dernier. On a rajouté une salle aussi, c'était pas assez comme les 4. Hein. On a rajouté à l'étage, toujours en rétroprojection, la salle 3, la salle Arthur Lamotte. On pourra en parler d'Arthur un autre jour. Troisième salle de la rue Lafayette. Donc. Et enfin, on a lancé le festival Indépendance et création. C'est une idée qu'on a eue avec Daniel. Il recevait un distributeur de Walt Disney, d'ailleurs, je crois. Et il dit, vous ne faites pas de cinéma dans le Gers, de festival dans le Gers? Non. J'ai dit, c'est un peu le festival tout le temps, il y a tellement de choses, quoi, mais on pourrait. Il me regarde. J'ai dit, oui. C'était les 20 ans de Ciné 32. On a lancé cette idée. On a rencontré Claude Desbons, qui était maire d'Auch à l'époque. À l'époque, c'était Philippe Martin qui était président du conseil départemental. Et voilà, et Daniel a rencontré les gens d'Arte, où il avait quand même sédenté, puisqu'il était vice-président du conseil de pilotage, je ne sais pas comment ça s'appelle. Arte donc, a été mécène, modestement, mais quand même réellement, du festival. Donc on a démarré comme ça dès 98. Grâce à Toscan, il a pu le suivre pendant 5 ans. Donc là, tout a été en place. C'est un roman, je m'arrête là, parce que là, il y aurait tellement d'anecdotes, et je crois que pas mal d'entre vous, parce que je parle de ma mémoire, et effectivement, j'ai une mémoire assez d'éléphant, en tous les sens du mot, là-dedans, mais aussi, quand même, une mémoire de celui qui a piloté, qui est peut-être sélectif sur beaucoup de choses, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont des souvenirs très précis de telle ou telle chose, qui ont travaillé à Ciné 32, ou qui sont venus simplement. Alors, pour conclure cela, finalement, avant de passer à 2003, et on va passer très vite, 2003, c'est période de transition qui a été victorieuse, parce qu'on a enfin réussi 2 choses qui n'étaient pas gagnées, 3 même. D'une part, assurer ma relève, quand même. C'est Sylvie qui est arrivée en 2006, hein, Sylvie. 7, tu vois, c'est plus longtemps, quoi. En 2007, donc, Sylvie est arrivée. Le passage au numérique, à Auch et dans le Gers, dans des conditions qui ont été assez exemplaires là aussi. Et enfin, arriver à réaliser ce vieux projet de regrouper toutes les salles de Ciné 32 dans une même structure, dans un même lieu. Et on aurait pu le faire depuis longtemps. Il y avait des possibilités, des propositions hors de la ville, mais ça, on n'en voulait pas. Ça, on le gardait pour les multiplex. Hein. Non, on voulait que ce soit en ville. Et là, le miracle s'est produit grâce au maire de l'époque, qui est effectivement Franck Montaugé, pour lequel je garde pour cela particulièrement beaucoup de reconnaissance aussi. Voilà, mais avant d'en venir à ça, plutôt de ne pas y venir, parce que finalement cette histoire-là, c'est pas moi qui vais vous faire une conférence dans quelques années là-dessus, ce sera Sylvie Buscaille, bien sûr. Hein.
c'est le Ciné 32-2 qui se prépare à partir de 2003. Et 2003, c'est la mort de Daniel Toscan-du-Plantier aussi. C'est pas butoir, mais ça signifie quelque chose. Si on passe à autre chose maintenant, on entre dans le 21e siècle. Mais je vais vous passer, pour finir, mon exposé. J'espère que je ne vous ai pas saoulé, parce qu'il y a tellement de souvenirs et de choses à dire qui se bousculent. C'est pas forcément facile. Je vais vous passer un très beau reportage d'un journaliste de France 3 qui venait régulièrement au Ciné 32 d'ailleurs, au festival aussi. On ne veut pas tout mettre là. Hein. Quel il est? Oh, c'est encore possible, si à la demande générale, si je le trouve, bien sûr. Alors, oui, ça c'est le Saint-Denis. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est celui-là. Si c'est pas bon, j'arrêterai. Hein. Pour en parler, Alain Bouffartigue est notre invité. Bonsoir. Non, ça va pas. Bon, oui, de toute façon, on ne peut pas tout voir, puis ce serait lassant. Je vais vous passer le document final, donc, qui date de 2003, vous voyez, on va faire un grand bond là, de 2003. Voilà, c'est un reportage de Vincent Albinet, dont il y a un extrait, je crois d'ailleurs, sur le site du Gers, des archives. Ah oui, voilà, il faut le prendre au bon moment, parce que j'avais dû marquer les... Ah oui. 25 ans, non, il faut aller... Et moi, ce que je trouve professionnellement remarquable chez Froidour, c'est qu'à ce moment-là, il a trouvé des choses nouvelles. Et comment on ne peut couper les sapins qu'à une certaine dimension, un arbre, surtout ça, des choses peut-être toutes simples. Partout en France, sauf dans un département, le Gers. Oui. Depuis 25 ans, une association Ciné 32 se bat pour promouvoir un cinéma d'auteur, et ça marche. Aujourd'hui, 300 000 entrées par an, un record, et plus de 300 films diffusés. Ciné 32 a même dépassé les frontières du département. 124 salles sont concernées dans 24 départements du Grand Sud-Ouest. Les écrans du Gers, un magazine signé Vincent Albinet et Jean-Luc Pigneux. Action. Il est où le bonheur? Hein? Il est où le bonheur? On dirait qu'elle s'est payée votre fiole. Bah, vous connaissez pas. Ah, tout ça parce que vous êtes un vieux des vrais malades, alors elle se fout de vous. Faut téléphoner à Macha ou alors le Minitel Rose. 3615 du con. Vous voulez me baiser, c'est ça? C'est pas collé comme un autre, surtout quand c'est les derniers films qui sortent, qu'on voit à l'affiche, qu'on entend parler partout, aux informations, etc. Ça fait quand même quelque chose, sachant que tout le monde attend justement pour aller voir ce film en salle. C'est pas collé comme un autre. Ça fait 25 ans que ça dure, un sacré trafic, des millions de kilomètres de bobines, des centaines de milliers d'heures de films, le plus souvent du cinéma d'auteur, et avec ça, tout un département impliqué. Gros trafic à l'échelle d'un département, hein, parce qu'il y a quand même, pour un petit département comme le Gers, il y a quand même 15 salles, et c'est vrai que c'est rare en milieu rural de voir autant de salles qui vivent tous les jours, c'est-à-dire que souvent dans les départements ruraux, moi j'ai remarqué ça, c'est plutôt du cinéma itinérant et tout ça, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a un gros trafic de bobines et de films, et c'est ce qui fait notre force, quoi. C'est-à-dire que tous ces gens-là qui sont bénévoles ou salariés permettent à Ciné 32 de pouvoir vivre, et Ciné 32 permet aussi de pouvoir nous faire vivre au niveau des distributeurs et d'avoir les films et tout ça en avant-première, d'avoir des réalisateurs. Frédéric Darol, à Sabaton. Dans le Gers, on n'est jamais à plus de 15 ou 20 km d'un écran de cinéma. C'est la force du réseau Ciné 32. 17 lieux, 23 salles, toutes propriétés des mairies ou du Conseil général depuis le vote en 1988 d'un plan de relance du cinéma. Ces salles sont gérées par des associations locales. C'est un cinéma qui est très ancien. Il a été ouvert, ça devrait être dans les années 1919,
voyez un peu si c'est loin. C'était mes parents à l'époque qui se sont occupés de tout jusqu'en environ 84. En 84, mon père qui a continué jusqu'à l'âge de 80 ans, il fallait bien arrêter. Donc il y a eu l'aubaine à ce moment-là qui a Ciné 32 venait de démarrer à Auch et il y avait le plan de relance du cinéma dans le Gers qui commençait à se mettre en place. Donc il y a eu une transition, le passage s'est fait tout naturellement avec Ciné 32 et le cinéma continue à fonctionner. Plaque tournante du trafic, Ciné 32 assure depuis son siège à Auch la logistique et la programmation. Et pour avoir encore plus de poids face aux distributeurs de films, Ciné 32 s'est associé aux voisins limousins de la SAGEC. L'entente de programmation SAGEC-Ciné 32 fédère ainsi plus de 200 salles dans un grand quart sud-ouest de la France, soit 3,5 millions d'entrées annuelles. Évidemment, il n'y a pas de difficulté à être rentable quand on sort Matrix ou Astérix. Mais on n'a pas ça toute l'année. Et donc, le problème de la petite exploitation, c'est justement de pouvoir passer des films qui s'adressent à des publics restreints en nombre, qui ne sont pas forcément des films très commerciaux, mais qui sont drôlement intéressants et que les gens ont envie de voir. Il n'y a pas d'autre solution que pour donner une existence en salle à ces films, que de regrouper les salles qui veulent les passer. Il y a un abîme, a priori, entre le ciné-club dont est né Ciné 32 et ce que nous faisons aujourd'hui dans le cadre de ce réseau avec la SAGEC, par exemple. C'est évident. Et en même temps, il y a un fil conducteur qui est de ne pas perdre de vue que nous, ce qui nous intéresse d'abord dans le cinéma, c'est sa dimension de création, c'est son rapport au monde, sa capacité d'exercer un regard sur les réalités, de susciter des passions, des émotions et de la réflexion. D'une manière plus générale, moi je crois qu'il y a un avenir pour le cinéma de proximité. En tout cas, il faut qu'il y en ait un, parce que si ces salles-là disparaissent, c'est un pas de plus vers l'industrialisation pure et simple du cinéma, y compris l'industrialisation de la notion d'auteur, qui est la pire des choses qui puisse arriver. A priori, il y a loin du Gers à Cannes. C'est pourtant chaque année un rendez-vous incontournable pour Ciné 32. Au programme, visionnage d'un maximum de films, rencontres avec les distributeurs, programmation non seulement de l'année cinématographique dans les salles du réseau, mais également préparation du festival Indépendance et Création à Auch à la mi-octobre. À Cannes, Ciné 32 est non seulement connu, mais respecté. Sur la croisette, on rencontre des amis de Ciné 32, comme les réalisateurs Jacques Rosier, Nicolas Philibert ou Pascal Thomas. La seule différence, c'est que c'est beaucoup plus vulgaire à Cannes que dans les salles de Ciné 32, voilà, c'est tout. Et qu'il y a des salles où les films sont moins respectés qu'ils ne le sont par le public de Ciné 32 et ses animateurs. Ils ont réappris à découvrir le cinéma aux gens qui l'avaient un peu abandonné avec la télévision, et ça, c'est essentiel. Toute l'année, les auteurs ont pris l'habitude de venir dans le Gers, présenter leurs films et rencontrer le public. Un film où le temps est très important, le temps de la mémoire, le temps de dire les choses, le temps de les entendre, de les regarder, de les écouter, puis de les dévoiler. Donc voilà, donc vous allez participer. Ce soir-là, c'est la réalisatrice Mariana Otero qui vient parler de son Histoire d'un secret, diffusée à Auch en avant-première. J'ai plus bien fait, tellement j'avais peur de votre souffrance, tellement la mienne était grande, tellement j'avais peur de vous la faire partager. Tu vois? Je me suis voilé la face et continuer à faire comme si elle n'était pas morte. D'abord, à quel moment vous avez ouvert ce placard? Donc à quel âge vous aviez? Et quelle a été votre, comment dirais-je, votre réaction par rapport à ces tableaux? Une fois que mon père vous a dit le secret, puisqu'en fait le secret est dit avant, hein, j'ai appris le secret 10 ans avant de faire le film. Là, il nous a montré les tableaux, mais j'avais beaucoup de mal à les regarder aussi, parce que comme c'était lui qui les montrait, il y avait une telle émotion que c'était très difficile d'arriver à les regarder. Et c'est vrai que pour moi, le film,
a été vraiment une possibilité de regarder ces tableaux et d'y accéder par moi-même, c'est-à-dire sans l'intermédiaire de mon père. Mais moi, ce qui m'a beaucoup surpris dans cette salle, c'était le mélange de générations. Je crois que c'est quand même assez rare de voir des jeunes lycéens avec des gens d'une génération beaucoup plus, des gens de 50 ans, 60 ans, qui ont la même attention et le même... moi, j'étais très surprise que les lycéens posent des questions. On voit bien que c'est des lycéens qui sont déjà allés au cinéma, qui ont déjà vu des documentaires et ils posent des questions qui sont vraiment pertinentes. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est étonnant et c'est vraiment le travail que fait ce cinéma avec les lycées, avec les écoles, tout ce travail qui se fait avec les gens de la ville, en fait, qui sont imprégnés de cinéma et d'un cinéma qui n'est pas du tout celui qu'on voit couramment. Regarder un film, analyser l'image, la décoder, cela s'apprend. Vous essayez de repérer des choses qui vous qui se sont passées en vie, qui vous font je sais pas quoi, mais en tout cas, est-ce que dans l'image, est-ce que dans le son, je vais repérer des choses? La goutte d'eau, c'est un son. Énervant. Avant d'être énervant, je suis d'accord avec vous, mais il est quoi? Il est dans là? Il est hors champ. Il a placé la caméra devant. Qu'est-ce qu'il a fait là, le réalisateur? Il a fait un... Comment ça s'appelle? Quand on filme de très près, De la maternelle à la terminale, cela fait plus de 10 ans que Ciné 32 détache ses animateurs dans les établissements du Gers qui en font la demande, comme dans cette classe de CE1 de l'école de Pujaudran. On les entend, mais qu'est-ce qui va se passer notre tête? Le chant, c'est quand, par exemple, la maîtresse elle est devant le tableau et quand elle n'y est plus, ça c'est hors champ. Et le tableau, il est toujours dans le champ. Maintenant, on peut comprendre comment marche le film, comment la scène, comment on fait la scène. Et tout. Aussi, parce que en fait, c'est un film qui n'est pas en français, alors évidemment que c'est sous-titré dessous. Je crois qu'on a un rôle à jouer, nous, en tant qu'adultes, important par rapport à ça, par rapport à l'image. Parce qu'on parle de cinéma, mais je crois qu'il faut voir le problème un peu plus large que ça. C'est-à-dire que, moi j'ai envie de parler aussi de télévision. C'est aussi les aider à mieux regarder la télévision, les aider à leur dire que parce que c'est pas parce qu'on le dit à la télé que c'est vrai. Donc les aider en fin de compte à devenir des spectateurs actifs, mais tout simplement des citoyens, c'est tout. C'est-à-dire que des citoyens libres devant l'image et devant le son. Autre volet de l'activité de Ciné 32, l'accueil de tournage, comme celui du célébrissime Bonheur est dans le pré. Fichier de site et de décor, repérage, recherche de figuration, les régies de Gascogne mettent depuis 10 ans à la disposition des réalisateurs une assistance. L'idée vient de feu le producteur Daniel Toscan du Plantier et s'est concrétisée grâce à son carnet d'adresses. Je pourrais pas remonter la côte, le cœur tiendra pas le coup. On va faire du vélo si vous êtes cardiaque. Attendez, mais arrêtez, stop! Non, mais arrêtez le moteur! Qu'est-ce que c'est que ces façons? Vous n'allez tout de même pas m'écraser quand même. On a beaucoup de demandes, il n'y a pas forcément des tournages parce qu'on n'a pas tous les décors qu'il faut, mais énormément de productions viennent voir, nous demandent des photos, visitent le Gers pour trouver des décors. Point d'orgue de ces activités, Ciné 32 organise depuis 5 ans à la mi-octobre le festival Indépendance et Création. Mais pour la première fois cette année, ce sera sans son initiateur, Daniel Toscan du Plantier, décédé en février. Lui c'était lui, nous c'était nous, mais ensemble ça a donné des avancées considérables, je crois, et il nous a beaucoup aidé en termes notamment de reconnaissance nationale. En tout cas, il n'a fait que conforter ce que nous avions jusque-là parfois difficilement réussi à mettre en place. On en est à la fois très reconnaissant et puis très nostalgique aussi. Jeudi prochain, en ouverture du festival présidé par Isabelle Huppert, un hommage sera rendu à Daniel Toscan du Plantier. Et puis débutera à Auch et dans le Gers la 6e édition d'Indépendance et Création, avec encore un sacré trafic de bobines à la clé. Voilà, écoutez, mon exposé pourrait s'arrêter là, je pense.
un bel hommage à l'équipe. On me le donne, mais Ciné 32, c'est d'abord un formidable travail collectif. Je crois que pour moi, comme pour tous ceux qui ont participé, c'était une formidable expérience humaine, parfois difficile avec ses tensions, ses souffrances, c'est vrai, mais c'est la vie. Hein. Mais je crois que personne ne regrette d'y avoir participé. Il y en a quelques-uns dans la salle et quelques-unes. Voilà, une pensée pour tous. Et puis je pense que pour le public, Ciné 32 quand même, ces dernières décennies, c'est quelque chose de l'ère du Gers et de l'ère de Hoche en particulier quand même. Et là, cette plongée sur le premier Ciné 32 ne nous détourne pas de l'actualité de l'avenir. Et cet avenir, on souhaite qu'il puisse continuer, se développer, se transformer en fonction des évolutions du temps, mais toujours en gardant le cap de ce que sont ces valeurs toutes simples, je crois. Et dans le monde qui se profile parfois, je pense qu'il y a des raisons de s'attacher à ça. C'est vrai que le cinéma, c'est pas la seule chose importante dans le monde, loin de là. On peut vivre et survivre sans le cinéma, bien sûr, sans beaucoup de choses d'ailleurs. Mais quand même, le défendre, je crois que ça va au-delà d'une défense d'une catégorie professionnelle ou simplement même d'un type de loisir. C'est un enjeu de civilisation, vraiment. Cela dit, il est tard, donc peut-être que vous avez faim. Mais si jamais il y avait une question ou un souvenir, parce que j'ai monopolisé la parole de façon très abusive et beaucoup d'entre vous ont des choses à raconter. Sylvie ? Mais Sylvie ? On peut prendre derrière toi. Eh oui, Jean-Pierre Espiau, qui fut longtemps à mes côtés, le secrétaire fédéral de cette dans la période la plus stimulante et la plus facile à vivre d'ailleurs. Non, ce que je voudrais rappeler, ce qui est important, c'est que Jean-Zé Marciac, c'est Guillaumont, et Ciné 32, c'est Alain Moufartigue. Et ça s'est joué à rien du tout. Il faut savoir qu'avant 1981, les mis à disposition, c'est-à-dire les enseignants comme nous, qui étaient mis à disposition des œuvres laïques, donc par exemple la Falep du Gers, n'étaient que des instituteurs. Or, en 81, on a forcé, et Alain a été le premier professeur à être mis à disposition, parce qu'avant, il ne pouvait pas. Donc en 81, grâce à Jean Castagnier, qui était conseiller d'Alain Savary, le ministre de l'Éducation nationale, ça a été accepté que finalement, pour mis à disposition, on pouvait aussi prendre des professeurs. Sinon, vous n'auriez jamais eu Ciné 32. Voilà. Donc on peut dire merci à la République. Après, dans les mauvais souvenirs, avant que Ciné 32 coule, dans les années 87... risque de couler. Parce que dès la première année d'annoncer, c'est bien, mais dans 2 ans, vous verrez, ils couleront. Mais là, je me rappelle, j'ai passé et comme toi d'ailleurs, de très mauvaises nuits parce que j'ai licencié 17 salariés à l'époque, avant de recréer Ciné 32 en 88. C'était pas facile. Donc vous pouvez le remercier, c'est sûrement sans lui. Vous ne seriez pas là. Oui, alors moi aussi, je voudrais le remercier. Parce que vous avez une chance, moi je suis toulousain et j'étais en classe avec Alain Moufartigue. On avait 15 ans. Et donc vous avez une chance extraordinaire parce que c'est quelqu'un qui a su impulser quelque chose, qui a su sortir de lui-même, alors qu'il avait un talent extraordinaire, puisque dès l'âge de 15 ans il s'intéressait au cinéma. Et je voudrais dire aussi une chose qu'il n'a pas dite. Je voulais te demander, Alain, est-ce que tu te souviens de Marcel Tariol ? Oui, je ne vais pas tout raconter parce que c'est encore dans non, mais Marcel Tariol, c'était notre professeur. C'était mon prof de lettres aussi. Le professeur de lettres. Et le responsable du ciné-club de l'ABC à Toulouse. Oui. Voilà, et qui faisait des émissions la première fois à la radio, à Midi-Pyrénées. Et je me demande si notre goût du cinéma n'est pas venu, et le tien aussi, puisque dans cette classe, j'avais d'autres copains qui s'intéressaient beaucoup au cinéma. Et donc, Alain, merci beaucoup parce que non seulement tu as développé le cinéma, mais le cinéma, c'est un moyen aussi de sortir de l'individualité
et de créer du lien. Merci, grand merci Alain. Y a-t-il une dernière question? Intervention? Moi, je voudrais dire merci à Alain aussi. Merci Sylvie. Je pense pouvoir parler au nom de Monsieur Douste-Baquet et de l'Association des Amis du Vieilloche et au nom de l'agglomération Grand Hoche Cœur de Gascogne à travers son service Pays d'Art et d'Histoire pour dire un grand merci à Alain Bouffartigue pour ce premier épisode passionnant de l'histoire de Ciné 32. Un grand merci à Ciné 32 pour l'accueil. Moi, je retiens qu'il y a encore des épisodes qui pourraient faire l'objet de conférences aussi, de ce qui nous a été dit. Voilà, donc affaire à suivre. On vous souhaite à tous une très bonne journée. Encore merci à notre super intervenant de ce soir.